Bonjour! Bienvenue à l'édition spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday! Oh! Hey Mark. Salut! SummerSlam 94! Oh, tout un événement, tout un gala, j'ai bien hâte. Je suis excité comme un balai. C'est mon événement préféré, je pense. Je pense que c'est mon événement préféré de tous les temps. Voyons donc. Je te jure. Je pense que c'est l'événement que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. OK, ça se peut. En 1994, je me souviens très bien, la journée même. Attends, avant ça, ce podcast est commandité par Gourou, boisson biologique organique québécois depuis 1999, en vente partout, sauf chez Pit Piello. Ben, j'en ai dans ma possession. Je l'aime, ce bout-là, Pit Piello. C'est toi qui l'as sorti, mais j'aime bien ça. Parfait. Puis, J'aime bien ça. joue un match-up en onde. Un match-up, vas-y. Un bon match-up. Ouais. Ah. C'est bon. Imagine si tu t'appelais Macha. Macha. Match-up Man? Ouais. Hey, j'étais tellement... Oh, yeah! Macho Man, hein, podcast sur Macho Man qui est disponible sur le compte YouTube, Spotify. On est disponible où? YouTube, Spotify, Apple Podcast, Podbean, Balado Québec. Ouais. Hey, on est rendu à 101 abonnés. Hey, tabarnouche! 101, on voulait faire ça, on voulait avoir 100 abonnés avant SummerSlam, on est rendu à 101, fait que merci à ceux qui nous suivent depuis le début, 101 abonnonnés, c'est vraiment cool d'avoir ça. Puis si jamais vous avez une petite dépense à faire, là, puis que pour être sûr que ça vous brise pas de cœur, les Canadiens dans la finale de la Coupe Stanley, la merch coûte cher, tu sais, 200$ pour voir une équipe perdre dans la finale de la Coupe Stanley, t'es aussi bien de payer juste un petit 30-35$ pour avoir un beau chandail entre deux chaises de métal, puis supporter le meilleur podcast de lutte au Québec. C'est vrai, le plus régulier aussi. Plus régulier, avec des bons vieux shows old school comme vous les aimez. Fait que 101 abonnés, merci beaucoup à tout le monde qui ont pris le temps de s'abonner, évidemment. Même ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui ont écouté au moins un podcast depuis qu'on a commencé, mais merci beaucoup. Ouais. Puis c'est grâce à vous qu'on a le goût de continuer encore plus. Puis il y a un spécial ça aide. Oui, une pension honorable à Fabrice, qui était notre 100e abonné. OK, Fabrice, je vais avoir un petit cadeau pour toi. Viens me voir en DM si tu écoutes le podcast. On va voir si tu es un régulier ou pas. Ben là, ils viennent de s'abonner, fait qu'ils hésitent un peu. OK, parfait. M'excuse, Fabrice. Moi, je veux remercier aussi notre chum Vérono. Martin Vérono, qui est là depuis le début. Vous avez le deuxième abonné, si je ne me trompe pas. Ouais, quelque chose de genre. Mais hey, avant de parler de SummerSlam 94, j'ai le goût de revenir sur quelque chose qui a apparu sur ces internets cette semaine. Oui. Puis c'est une liste des 50 meilleurs tag teams de toute l'histoire. Je vais vous montrer ceux qui écoutent sur YouTube. Ça, c'est les 6 premiers dans l'ordre de gauche jusqu'à droite. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ben là, il y a beaucoup de monde qui chiale comme quoi que New Day ne devrait pas être premier. C'est ce que j'ai entendu le plus. Là. Je vais te dire mon choix, moi, pour le premier. Moi, j'aurais mis Legion of Doom premier. Ben, l'affaire qui arrive, c'est que je comprends le monde là, qui disent ne devrait pas être là, mais c'est ceux qui ont. Je sais que la lutte old school, c'est meilleur, puis que les tag teams dans le temps, c'était meilleur, puis que c'était pris plus au sérieux par WBF, puis tout ça, mais New Day, là, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, ils ont gagné plein de championnats, le plus long règne, toujours été over, fait que, ou presque, là, fait que je vois pas c'est quoi le problème là-dedans. C'est une liste faite par WWE pour un show du network WWE, fait que c'est sûr que c'était pour arriver. Là. Ouais, mais ils sont facilement dans les 3 premiers, je pense, là. Mais sinon, Go Warriors puis Dudley Boy, je pense, ça a été les 1 puis 2 d'après moi. Là. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Les Hardys aussi. Moi, je mettrais avant les Hardys, à mon avis. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'aurais mis Hardys avant, mais tu sais, rendu là. Hard Foundation, moi, aurait été 3e. Moi, j'aurais mis Legion of Doom, Hardy Boys, Hard Foundation, puis Dudley's après, mais tu sais. Parce que la Hard Foundation est tellement des bons lutteurs que c'est ça l'affaire. Ben j'ai pas de problème avec New Day numéro 1 pour vrai, là, sincèrement. Non plus. C'est juste que. New Day, les LOD, Dudley Boys, Edge and Christian, les Hardys, puis Hard Foundation, ça aurait été mon choix à moi. Là. Il y a mes boys, les Usos, qui sont là en 7e, puis les New Age Outlaws en 8e. la position numéro 50? Les Bushwhackers. Ouais, c'est vrai, ça. Pas de Beverly Brothers, par exemple, ça, je suis déçu.
Ouais, toi et ta toune. Mais moi, je suis déçu des Steiner Brothers. C'est un tag team que j'aimais bien de WWE. Ils sont quand même loin dans le classement. Ouais. Mais bon. Meat aussi. Ouais, aussi, qui aurait pu être facilement là-dedans, je pense. Là. C'est tellement. Ouais, c'est dur. C'est rendu là, c'est vraiment une question de goût, là, je pense. Bref, on va pouvoir revenir à nos moutons. Puis SummerSlam 94, que je me souviens exactement, j'étais où cette journée-là, en 94. J'étais chez mon oncle Alain. Mon oncle Alain qui louait des pay-per-view de lutte une fois de temps en temps. C'est un gros fan d'Undertaker. Puis évidemment, le main event de ce show-là, c'est, comme vous pouvez voir dans le background sur YouTube, c'est Undertaker contre Undertaker. Je me souviens d'avoir couché là-bas. Je me souviens qu'on avait commandé de la pizza ce soirée-là. Pas de la Domino's. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas dans ce temps-là. Je me souviens pas c'était quoi, mais je me souviens qu'on a mangé de la pizza puis que j'avais couché là-bas. Puis que probablement, j'avais 6 ans, je pense. 6 ans? 94. T'es né en quoi? T'as 87, t'es né? 87. Ouais, fait que c'est ça. Ouais. J'ai probablement manqué l'école le lendemain pour SummerSlam 94 parce que j'étais trop fatigué. Il y a des fortes chances. C'est une bonne raison. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on a fait de tourner à l'auto-dispo. SummerSlam 94 était la 7e édition du pay-per-view et c'était commandité par Domino's Pizza. Ça, je te demandais si c'était pas Domino's qui avait commandé. Ah, t'as un lien boîte. C'est bon, j'aime ça. Ben, pas boiteux, là. Il y en a là-dedans. Il y avait une boîte, oui. Le gala nous vient directement du nouvellement ouvert United Center à Chicago, Illinois. L'aréna des Bulls de Chicago, l'NBA et des Blackhawks au hockey. Puis c'était je pense que c'était la 11e journée, je pense que c'était ouvert l'aréna. Wow. C'était le premier gros événement qu'il y avait eu là-bas, c'était SummerSlam 94. Puis en plus, en 94, c'est pas une année que les Bulls ont gagné un championnat, ça, ou... Non, je pense que c'est 92-93, oublie ça. OK. Mais non, mais même à ça, il était dans leurs belles années, là, dans le temps de Jordan et compagnie. Scottie Pippen et Dennis Rodman, hein, Dave? Le préféré de Dave, qui sera là plus tard pour un autre quiz, un autre affrontement, parce que j'ai failli te battre la semaine passée. Ouais, mais cette semaine, tu ne me battras pas. Non? Ah, parce que c'est pas WCW, c'est pour ça. Non, c'est ça exactement. On va voir. OK. Et dans le Dark Match de la soirée, ouais. Adam Bomb a vaincu Kwang, accompagné de Harvey Whippleman. Yes! Tu qui faisait Kwang? Non. J'ai un blanc. Va te donner un indice. Une légende des Caraïbes. Il n'est pas Carlos Colon. Kwang, non, je me souviens pas. J'ai un blanc pour... C'était Savio Vega. Oh! C'est lui qui faisait Kwang à l'époque à la WBF. Puis c'était une ancienne équipe. Vrai, deux poulains de Whippleman qui étaient en rivalité. C'est Adam Bomb qui a fait le combat. Et on commence ça avec le maître de cérémonie de la soirée, Monsieur Macho Man Randy Savage. Oh yeah! Le maître de cérémonie de la soirée, malheureusement pas en action dans le ring, ce qui est dommage. Ouais. Et c'était en plus, mine de rien, on ne le savait pas à l'époque, mais c'était sa dernière apparition en pay-per-view à la WBF de tous les temps dans sa vie. Ouais. Puis c'est un peu une façon chili de s'en aller, dans le fond, mais bon. Ben, tu sais, business is business, mon Julien. It is what it is. Ouais. Et il nous présente les commentateurs de la soirée, M. Vince McMahon et Jerry the King Lawler. Vince qui était de retour après un mois d'absence, à part avoir été acquitté du scandale de stéroïdes de 93, ou 92 même, pardon. Il était acquitté, il faisait son retour là, pas longtemps, puis disons qu'il était bien content. Super. Et oui. Fait que c'est donc pendant la soirée, c'est pas de monsieur, c'est pas de Bobby Heenan et Gorilla, ni Jim Ross et Jerry the King Lawler, mais Vince McMahon qui est toujours divertissant au micro. Ouais, excellent commentateur. Match numéro 1. Pour le championnat par équipe, les Head Shrinkers, des champions défendants, accompagnés de Alpha et de Captain Lou Albano, ont affronté et défendu leur ceinture contre Bam Bam Bigelow et IRS de l'équipe de Ted DiBiase. Money Inc, mes boys! Sauf qu'il y a un petit problème là-dedans. Quoi? Au commentaire, M. McMahon, Vince, dans ça c'était Vince, on va dire Vince. On va dire Vince, ouais. Vince nous disait que c'était censé être pour les titres par équipe, mais il y a toujours un gros mais. Ouais. Dans un house show la veille à Indianapolis, en Indiana, les Head Shrinkers ont perdu leur ceinture par équipe dans un house show contre l'équipe de Shawn Michaels et Big Daddy Cool Diesel.
Et la raison était que Samu, qui était avec Fatou, Rikishi, le père des Usos notamment, était sur son départ à la WBF, qui voudrait faire une façon de dropper les ceintures. Puis quand tu as le choix à dropper les ceintures, que c'est soit contre Shawn Michaels puis Diesel ou fucking IRS, ben, je pense que tu prends Shawn Michaels puis Diesel. Pas d'accord. Bon, toi, je savais. Je dit ça. Et pour commencer, Fatou et Bam Bam s'échangent de beaux kicks avec un super kick de Fatou. C'est familier, ça. Ouais. Et un Enzuigiri de Bam Bam Bigelow par la suite. Et ensuite, Bam Bam a marqué son headbutt de la troisième corde pour ouvrir la porte aux Head Shrinkers. Puis quand tu regardes les Head Shrinkers, on dirait les Usos, mais qui font pas attention aux autres. Là. Ouais. Qui s'entraînent pas, qui mangent beaucoup. Je les aimais bien, les Head Shrinkers, dans le temps. Oui, pour vrai, c'est une des bonnes équipes dans le temps de WBF. Là. Ouais. Et après une courte période de hit sur Fatou, Samu reçoit la tag Run Wild sur les méchants. Et les Shrinkers avec un double facebuster sur M. Shyster. Et c'est suivi d'un splash top rope de Fatou qui saute par-dessus les épaules de Samu. Et Bam Bam, pendant ce temps-là, il a frappé Captain Lou, qui était sur la barre du ring. Ça a fait que Afa est arrivé dans le ring pour donner une volée à Bam Bam, et évidemment, sonner la cloche pour la disqualification. Ouais, j'ai pensé à toi à ce moment-là, puis je me suis dit, il serait pas content de lui commencer. En plus, un opener avec un DQ. Fait que devant l'arbitre, et malheureusement, une disqualification pour les Shrinkers. Et c'est une victoire pour la $1 Million Corporation de M. DiBiase. Moi, j'étais un gros fan des deux équipes à ce moment-là, puis plus de Money Inc., mais je me souvenais pas de ce match-là. Je me souviens de bien des affaires de SummerSlam 94, mais pas nécessairement de ce match-là. Puis là, je me suis souvenu pourquoi je me souvenais pas de ce match-là, parce que c'était pas un match qui a passé à l'histoire. Je m'attendais à pas mal plus de ce match-là. Puis là, TJ vient de geler dans l'écran. Ben, moi, je suis là. Oh, allô? Ouais, mais gelé dans l'écran. OK. Non, ça, puis... Oui? C'est bon. Je disais juste que c'était décevant comme match. Tu me coupais parce que tu m'entendais plus, là. Non, okay. Les deux équipes se battent jusqu'au backstage, évidemment, pendant que l'annonceur annonce la décision de l'arbitre sur les huées de la foule. Sinon, je suis pas d'accord avec toi tant que c'était pas bon. Là. Je trouve que c'était un bon opener avec le monde qu'il y avait dedans. Il ne faut pas s'attendre à un match avec beaucoup de temps d'affaires que ça, mais ils ont pris le rythme du match était très bon. Il n'y a pas eu de temps mort. Puis à part la fin, là, moi, j'ai rien contre le match. Là. Je pense que je m'attendais à trop. Peut-être que j'ai trop d'attentes avec, avec les lutteurs. C'est quand même juste IRS, là, quand même. Pourquoi tu parles juste d'IRS? Tu parles pas des autres? Ben, les autres sont bons. Bon, mais c'est peut-être pas ça. 3 sur 4, mettons. 2 sur 4. Fatou et Bam Bam sont très bons. Les deux autres sont juste là. Fatou qui était très... il était quand même en shape à l'époque, à comparer à Rikishi qu'on connaît. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'était quand même un bon opener avec une fin de match malheureusement, mais j'ai pas eu ça. OK. On va agree to disagree, qu'ils disent. Ouais, exact. Après ça, on a l'homme qui est en charge de trouver l'Undertaker, Leslie Nielsen. Ouais. Des films de l'agent fait la farce. Et dans le couloir, à la recherche du Deadman. Et au mur, il y a des affiches là, qui est marqué Undertaker's Trail. Avec la flèche, où il faut qu'il s'en aille. De la bonne comédie. Ça, c'était un des meilleurs moments de la soirée. Ben, toute la soirée, on va le voir, là, qui cherche Taker. Là. Puis, je m'en souviens très bien de ces segments-là. Puis, c'était vraiment divertissant. Et au loin, il voit un grand homme avec un gros manteau et un chapeau à la Taker. Puis, il pense que c'est lui. Mais non, c'était George Kennedy. En fond, son acolyte des films Naked Gun. Il est undercover. Après ça, Nielsen il a dit que c'est lui qui était on the case. L'autre il dit non, c'est moi qui est on the case. Ah non, on est les deux on the case. Là, il regarde la tête, puis les deux sont sur une case. Bravo. Ça, c'est ton genre d'affaires comiques. Tu sais, des affaires plates un peu. Là. Ben, j'ai pas trouvé ça si drôle que ça. Là. Non? Moi, j'ai pas trouvé ça drôle que ça, les affaires. Je trouve les films des Canadiens sont écœurants, mais les segments de Leslie Nielsen, il est drôle, Leslie Nielsen, c'est pour ça que ça fait que c'est plus drôle. Là. Ouais, mais c'est ça. Les jokes, en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. C'est de l'humour! Ben oui. Bon, TJ, encore bugué-tu de la musique avec ton Internet? Ben non, j'ai pas aucune misère. Moi, je te vois tout le temps. OK. C'est peut-être moi qui ai de la musique avec mon Internet. Peut-être. Match numéro 2. Pour le championnat féminin, la championne Alundra Blaze défend sa ceinture contre la challenger Bull Nakano, accompagnée de Luna Vachon.
Mm-hmm. Et les deux s'étaient affrontés une fois auparavant à un Raw. Et ça finit en double count-out. Fait que c'est leur match retour. C'était sûrement leur deuxième match 1 contre 1 dans l'histoire? Ben, en tout cas, non, hein? Mais ça me semble qu'ils sont battus pas mal souvent une contre l'autre, eux autres, non? Après, là. Mais je pense, je sais pas. Je vais pas regarder jusque-là si c'est arrivé au Japon avant, mais peut-être une fois ou deux, je sais pas, là, mais. Ouais. J'imagine que oui, parce qu'elle veut l'amener en Amérique, il a fallu qu'elle lutte au moins une fois de coupe de fois pour savoir comment elle était bonne pour la vouloir là-bas. Ouais. C'était pas mal les deux tops de l'époque, là. En effet, ouais. Et un début endiablé au combat, avec Nakano qui prend le dessus. Après ça, on a Hurricane Rana de Alundra Blaze pour un compte de 2. Après ça, on a Nakano qui fait un Boston Crab avec les deux jambes dans le même bras. C'est quand même novateur. J'ai bien aimé ça. Et parlant d'innovateur, une autre soumission innovatrice qu'elle a faite après, elle a commencé ça en sharpshooter, mais elle a tourné Blaze de côté en genre de surfboard. Pas comme ça. C'était pas celle-là, mais. Non, pas vraiment. Parce que ça, on le voit à tous les matchs là, de Randy Orton. Ouais. En tout cas, non, ça, genre de stretch muffler, si on veut, surfboard. Puis ça a eu un gros pop de la foule parce que je veux pas en 94 de WBF. Ouais. J'ai pas vu grand move innovateur tant que ça. Là. Mais moi, il y a une affaire que j'ai remarqué en checkant ce match-là, -là, c'est que il n'y avait pas l'air folle à comparer. Tu sais, on disait beaucoup Trish, Lita, là, qui ont fait une genre de révolution, qui ont fait des excellents matchs l'une contre l'autre, mais ces deux-là ensemble, pour vrai, à cette époque-là en plus, c'était vraiment il y avait une bonne chimie, c'était un excellent match. Comme tu dis, il y a beaucoup d'affaires innovateurs aussi. Là. Il y avait de la magie. Oui, vraiment. Qui était faite une pour l'autre. Oh! Oui. Après ça, on a Luna qui s'en mêle en étranglant Blaze dans le dos de l'arbitre, évidemment, parce que ça sert à quelque chose, un managerial, il faut qu'il s'en serve. L'excellente Luna Bachon. Oui. Dans le fond, Luna Bachon, dans le fond, elle n'a pas été capable de battre Alundra Blaze, puis c'est elle qui avait amené Nakano dans une storyline pour battre Blaze pour elle. Après ça, on a eu Blaze qui fait un comeback avec des hosties de Sling Blade. Donc, 4 en ligne. Nos moves préférés. Hey, ce move-là, là, je pourrais pas le voir si pendant 10 ans, je serais content, maudit. Tu sais que Manon n'avait jamais vu ça, puis c'était innovateur. C'était à cette heure, on le voit à tous les matchs. Tu penses-tu que Finn Balor, puis c'est qui l'autre qui fait ça? C'est Seth Rollins. Ouais, c'est ça, hein? C'est sûr que oui. Sûrement. Ouais. Après ça, on a Nakano qui bloque une tentative de Hurricane Rana en powerbomb. Enfin, elle a bien étudié parce qu'elle a mangé un Hurricane au début du match, fait qu'elle a counteré ça cette fois-ci. Ouais. Wrestling. Après ça, on a Bull qui monte au top rope pour son Tokyo Jam. Dans le fond, c'est une leg drop de la 3e corde. Tabarouette! Sauf qu'il n'y a personne dans la piscine, puis elle tombe Coxus premier sur le sol. Aïe aïe. Ouais, c'est tout qu'un bum, puis ouais, ça a dû remonter. Comment je pourrais dire ça, poliment? Le taux de cul dans la gorge? Ouais, ça c'est poli, là. En tout cas, j'ai une pensée pour Dave qui faisait ce move-là, que probablement qu'il a vécu la même chose qu'elle à une certaine époque. Ouais, il y a des grosses chances. Ouais, des grosses chances. Ouais. Blaze frappe Luna qui est sur le apron qui veut s'en mêler. Et c'est suivi d'une German suplex bien exécutée pour le compte de 3 de Alundra Blaze pour garder sa ceinture féminine contre Madame Nakano. Ça, c'était son finish, hein, la German? Oui, exactement. Oui. Avec le bridge, là? Avec le bridge qui était number 1. Ouais. Il était en meilleure condition que nos ponts au Québec, ça, c'est sûr. Oui. La foule est en délire. Quel bon match, quelle performance. Et tout qu'un match. Meilleur match féminin à la WF des années 90, peut-être même plus que ça, même. Ouais, ça aurait dû être le opener. C'est vrai. À ce moment-là, les femmes n'avaient pas ce privilège-là. Ben, d'autres openers, c'est rien. Ben, opener, c'est quand même le match qui set ta soirée. Là. Ouais, non, c'est sûr, mais opener, là, on parle pas d'un main event, là, c'est rien. Tout le monde peut avoir ça dans les matchs. Là. Écoute. On va dire que tu as raison, vu que c'est notre podcast, on va agree to disagree, comme qu'ils disent. OK, ils disent ça. Hein. Après ça, Nakano a réussi à battre Alundra Blaze pour le titre 3 mois plus tard, le 20 novembre 1994, au Tokyo Dome. Sûrement que Meltzer a donné plus 5 là-dessus. Sûrement, hein? Big Egg Wrestling Universe Show. Et 5 mois plus tard, Alundra Blaze a regardé sa ceinture à Raw, juste l'entour de WrestleMania 11. Ça, tu penses-tu que, tu sais, il y avait des rumeurs récemment qui disaient peut-être une association avec New Japan Wrestling, WWE.
Dans le sens où, là, eux autres, peut-être plus pour faire chier à AEW qui font ça, là, mais ça serait le fun, par exemple. J'aime ça, moi, quand que tu vas en territoire ennemi, que tu n'es pas capable de battre ton adversaire. Tu sais, ils l'ont fait au Japon avec c'était Lesnar, je pense, puis... Nakamura. Ouais, c'est ça, Nakamura qui avait gagné contre... C'était pas contre Lesnar, par exemple, là? Ben, je sais pas s'il avait gagné. Je pense qu'il avait perdu contre Lesnar, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, des matchs de même où tu t'en vas en territoire hostile, un peu comme dans les sports avec la foule qui est de ton bord, puis même si t'es heel ou face, là. Ouais. Ce serait intéressant, ça, juste pour ça, là, je pense. Puis, en fond, Nakano était censé être en rivalité après ça contre Bertha Faye. Oh! Elle a été arrêtée pour la possession de cocaïne, malheureusement, puis WWF, ils l'ont mis dehors. Puis après ça, après sa retraite en 97 pour devenir, tu ne devineras jamais qu'est-ce qu'elle est devenue par après. Une danseuse? Golfeuse professionnelle. Une golfeuse professionnelle? Oui, en effet. OK. Elle a même déjà été dans le top 100 maintenant. Est-ce encore en vie, elle? Oui, t'as envie, oui. OK, elle doit encore jouer au golf, j'imagine. J'imagine, oui. On va essayer de trouver des photos de elle en golfeuse. Moi, je veux voir ça. Faire une recherche là-dessus. C'est assez étrange. Oui, puis pour ce qui est d'Alundra Blaze, bon, on sait ce qui va arriver dans les prochains mois pour elle. Oui, elle va prendre la ceinture et elle va la mettre dans la poubelle. Exactement. Mais ça n'empêche pas que c'est une des meilleures lutteuses de tous les temps. Oui, fait que pour tout un match. Tout qu'un match, les amis. Après ça, allez le regarder pour vous. Non, pour vrai, SummerSlam 94, là, on va donner notre note à la fin. Là. J'ai essayé de rester quand même impartial. On peut dire ça, impartial? Oui, on peut dire ça. J'ai essayé de donner ma note avec ma tête, là, pas que mon cœur, parce que sinon, ça aurait été un 15 sur 10, c'est sûr. Puis, ça peut être la première fois peut-être que tu vas avoir une note plus élevée que la mienne, peut-être. C'est jamais arrivé avant? Pas souvent. Ben, hein? Pas de mémoire. Là. Peut-être que oui. Là. Ceux qui sont abonnés sur YouTube, dites-nous-les. Ouais, oui, ils ont tout compté ça. Ouais. Je sais pas. OK, on verra. Interview time avec Todd Pettengill, qui est avec les nouveaux champions par équipe, Big Daddy Cool, D-Soul et Shawn Michaels, le Heartbreak Kid. Yes. Oui, et D-Soul qui est champion à Intercontinental en même temps. Un double champion. Shawn a dit que le Heartbreak Hotel méritait plus d'or alentour d'elle. C'est pour ça qu'ils ont décidé de gagner des titres par équipe. Diesel dit que le surnom de Razor, c'est le bad guy, mais que lui, son surnom devrait être Midas parce que tout ce qui touche devient de l'or. Oh! Et il dit que Razor a eu beaucoup de chance, mais il n'a pas gagné encore. Qu'est-ce qui fait croire que ça va arriver ce soir encore? Et Shawn finit en disant qu'après le match, Razor et Walter Payton vont être déçus et en colère. Peux-tu nous parler un peu de Walter Payton? C'est un peu un joueur de football, ça? Il est arrivé là. OK, parfait. Excuse-moi. Match numéro 3. Oh. Pour le championnat intercontinental, le bad guy Razor Ramon tente de détrôner le champion Big Daddy Cool Diesel. Et dans le coin de Diesel, Shawn Michaels. Et celui de Razor, c'est Walter Payton. Et Razor a amené Payton pour combattre la rapidité de Shawn Michaels. Et qui est Walter Payton, vous me dites? Et toi aussi, Marc, tu m'as demandé. Moi, je pense qu'il l'a plus emmené pour un coup d'argent. Hein? Ben, ce qui est faible, là, je veux dire. Là. Ouais. La raison qui est faible, quoi qu'il l'a amené, parce que... Ben ouais, je sais que je te niaise. La ronde va être bonne aussi, c'est sûr. Ouais. Walter Payton, qui est surnommé Sweetness, est un NFL Hall of Famer. Pour ceux qui ne savent pas, NFL, c'est football. Ouais. Il est running backs des Bears de Chicago pendant 13 saisons et qui a eu une séquence de record de 108 matchs avec au moins 100 verges, que ce soit par la course ou par la passe. Un record qui tient toujours d'ailleurs. Et c'est un des meilleurs joueurs de football à vie. Ouais, puis un running back, tu disais, ouais, c'est ça? Oui, évidemment. Ouais, un running back, c'est pas mal ça le but d'un running back. C'est quand tu fais une saison quand tu fais des matchs de 100 verges et plus, c'est que tu as un Christy de bon match. Fait que. C'est ça. Dans le temps, je pense qu'il jouait avec Mongo en plus dans ce temps-là avec Chicago. C'est vrai? Ouais. Puis en plus, évidemment, étant donné qu'ils sont à Chicago, ben, clin d'œil, on sait ce que ça veut dire. Fait qu'il est très over avec la foule. Mais ce qu'ils disent pas dans ton petit résumé, c'est que les Bears sont pas la première équipe de leur division. La meilleure équipe de cette division-là sont les Packers de Green Bay. Pas à l'époque. OK, parfait. Un back and forth pour commencer. Razor manque une charge dans le coin. Il se retrouve en bas du ring. Michael, pendant ce temps-là, enlève le coin. Dans le fond, il enlève
qu'est-ce qui retient le turnbuckle et le coin. Oui. Le poteau. La grosse tige de métal. Pas confondre avec en deux chaises de métal. Et après ça, HBK s'en va narguer Walter Payton. Pendant ce temps-là, désolé. Ouais, tu t'es perdu dans ton résumé? Non, ça a bugué. OK, c'est ça. Ben là, ça, c'est pas tout de suite, ça, là. Et ça, pendant que l'arbitre va parler à Walter Payton, Sean lui fait le tour du ring, puis il saute sur les steps pour faire un close-line à Razor Ramon en bas du ring. Un beau spot. Ouais. Show-off, Shawn Michaels, hein? Ouais. En plus, hein, c'est des amis, fait que la chimie est là. Oui. Et Diesel veut lancer Razor dans le coin qui est enlevé. Puis évidemment, l'arbitre dit non, un Lebner, fait qu'il se met devant pour pas que ça arrive. Aussitôt que Shawn Michaels embarque sur les prunes, il s'en va du coin, puis l'autre, il le fait. Exactement. Bravo, ben épais. Ouais, un bon manager, par exemple, Shawn Michaels, en bas du ring. Là. Ouais. C'est suivi d'un sidewalk slam pour 2. Ouais. Après ça, on a un comeback du challenger, incluant un bulldog de la 3e corde et un gros body slam. Et après ça, Michaels est sur l'apron et Razor le slug en pleine face, ce qui fait que HBK jump de l'apron jusqu'à la barricade de l'autre bord. Un méchant show-off. Ouais. Ça, c'est un classique. Il veut vraiment s'arranger pour être le clou du spectacle, même s'il n'est pas dans le combat. Hein. Puis le pire, c'est que je pourrais regarder encore la reprise, là, mais je pense qu'il se pète vraiment la tête sur sa barricade parce que la fan qui était là fait un estisso. C'est sûr. T'entends pas ça. Et après ça, Michaels et Walter Payton ont fait un tug of war avec la ceinture. Oui, exactement, là-dessus. Il y a un tug of war que Payton a gagné, mais c'était une stratégie de M. Michaels. Parce que pendant que Payton était avec la ceinture, l'arbitre était le voir extérieur du ring, ce qui a permis à Diesel de tenir Razor Ramon pour un super kick de Shawn Michaels. Évidemment, pour ceux qui connaissent la lutte un petit peu, vous savez ce qui va arriver. Razor se tasse, c'est Diesel qui reçoit le super kick. Évidemment, pendant que Shawn se fait retenir, comme on voit à l'écran en ce moment par M. Payton sur YouTube, abonnez-vous. Et Diesel se fait couvrir 1, 2, 3 par M. Ramon, qui redevient champion intercontinental. Exactement. Tout un match. Ben, un bon, je te dirais, le match était correct, mais le storytelling qui était plus fort que le match dans ce cas-là. Là. Ouais. Puis Diesel était en crise après Shawn, évidemment, pour cette erreur, pendant que le bad guy Sweetness célèbre dans le ring avec le fils de Walter Payton, qui était là aussi. Ça a commencé la rivalité entre Shawn et Diesel qui s'en venait pas longtemps après. Hein? J'arrive. Okay. Mais, moi, je te lance. Je t'envoie la balle. Rattrapé. Parfait. Avant un très bon match, comme tu as dit. Tout le monde a fait leur job à la perfection, et surtout Shawn Michaels, évidemment. Puis après ça, on a Macho Man qui félicite Razor Ramon et qui dit qu'il ne voudrait pas Shawn Michaels pour tout l'or du monde, parce que quand des autres vont le pogner, il va manger une volée. Ouais. Et après ça, évidemment, comme tu as si bien dit il y a quelques secondes, Shawn et Diesel ont resté ensemble encore jusqu'au mois de novembre à Survivor Series 94. Et évidemment, une autre fois, même principe, là, Shawn Michaels a fait un super kick, puis c'est Diesel qui l'a reçu en pleine poire, ce qui était assez pour finalement tourner Diesel face et le mettre contre Shawn Michaels. Et même pas 2 jours après, au Madison Square Garden de New York, Diesel a battu M. Bob Backlund pour donner champion du monde en même pas 10 secondes. Oui. Puis ce qui est vraiment le plus drôle là-dedans, c'est que Shawn Michaels, c'est lui qui a fait venir Diesel de la WCW, qui était bodyguard. Puis il a dit hey, je veux ce gars-là, puis il gagne la ceinture du monde avant Shawn Michaels. Ça fait longtemps qu'il gagne Shawn Michaels en plus, ça faisait 5 ans qu'il était là. Ouais, puis quand on regarde le talent, là, talent pour talent, même si c'est au micro ou bien dans le ring, Shawn Michaels est de loin supérieur à Diesel. Ouais, mais WWF, tu sais, Vince McMahon, ce qu'il aime, c'est les big guys. Hein? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était correct pour la storyline, ça marchait. Là. Ouais. Puis pour ce qui est des titres par équipe, ils ont été mis vacantes. Et après un tournoi qui s'est terminé au Rumble 95, le 1-2-3 Kid et Bob Spark Plug Holly ont eu les ceintures par équipe. Ils ont battu une équipe en finale du tournoi. Est-ce que tu te souviens c'était quoi l'équipe? Je me souviens pas, non. Ils ont battu l'équipe de Ted DiBiase qui était composée de Bam Bam Bigelow et Tatanka. Colin! Ça c'est une injustice. Ça. C'est un piège. C'est vrai, je m'en souviens de ça. C'est après ce match-là que Bigelow a poussé Lawrence Taylor puis qu'on fait la suite. Ouais. Après ça, on a Interview Time avec Todd Pettingill qui est entre Tatanka et Lex Luger.
Oh! Attends, là, attends une minute, là. Wow. Là, tu rentres dans les main events de la soirée, là. Je voulais prendre une gorgée, puis je savais que t'étais pour embarquer. C'est exactement... Puis là, je veux juste que vous portez attention, ceux qui écoutent sur YouTube, regardez Tatanka, regardez le toupette. Ça, c'est un toupette d'un gars qui va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Ça, c'est un gars qui n'a plus besoin de se laver les cheveux pour une couple d'années. Il n'a plus besoin. Puis, pour vous dire à quel point j'ai aimé cette rivalité-là, qui est une de mes rivalités préférées de tous les temps. Ben oui, vous avez bien entendu. Regardez ça, qu'est-ce que j'ai. Oh non, restez. Hein? Tiens, même ça chez nous, un beau hate by 10 de Luger Tatanka. Ouais. J'aime pas Luger, mais j'avoue que cette storyline-là est venue me chercher profondément. Puis j'essaie toujours de m'expliquer pourquoi. Tout le monde se le demande aussi. Quelle rivalité. Je pense que dans le temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Les spoilers n'étaient pas là. Fait que je pense pas qu'on s'en attendait nécessairement à ce qui allait arriver. Puis en tout cas, on va en reparler un peu plus tard. Parce qu'on on va développer sa storyline pendant le match. Parce que le storyline est pas mal plus grosse que le match en tant que tel. Là. Moi, ce que je te dirais, que c'est pas vraiment la rivalité qui était hot, c'est plus la storyline entourant le heel turn. Là. Ouais, c'est ça, le heel turn, Money Inc. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas eu de. Là, les deux lutteurs sont pas. Luger, moi, je l'aime bien. Je l'haïs pas, Lex Luger, mais ils sont pas. C'est mid-card, c'est tout. Là. On va se le dire, là, Tatanka. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner mes condoléances à tout ce qui arrive avec les enfants retrouvés là, pour la communauté amérindienne et tout. Là, Tatanka, on parle de ça. Arrête de rire, c'est pas drôle. C'est un sujet sérieux. Ah non, c'est moi, Tatanka, je l'aime. Puis il sait que je l'aime, j'y ai parlé sur Instagram. Puis je vous le garantis qu'un jour, il va être au podcast. Moi, celui qui va me remplacer la journée que je ne serai pas là. Parfait. Moi et Tatanka, ça va être tout un show. En deux tomahawks. C'est ça. On a Todd qui, pour venir à nos moutons, il y a Todd qui nous montre les résultats d'un sondage qu'il y a eu un petit peu avant, qui demandait aux fans si Lex Luger a sold out à M. DiBiase. Certain. Et 54% avaient répondu oui, et 46% ont dit non. Tatanka dit qu'il est tanné que Luger dise qu'il n'est pas vendu à M. DiBiase. Ouais. Il est content qu'au moins 54% des gens dans la belle nation des États-Unis sont d'accord avec lui. Mais c'est quand même serré comme sondage, là, parce qu'à l'époque, Ted DiBiase allait tout le temps dans les matchs de Lex Luger pour regarder les matchs de Luger, fait que ça donnait l'impression qu'il allait se tourner. Puis je pense que Luger et Tatanka étaient pas mal souvent tag team dans ce temps-là aussi. Là. Il était ami. Je dirais pas tag team. Ami, ouais. C'était pas un vrai tag team, mais il y avait des matchs de temps en temps ensemble. Ouais. Puis Tatanka dit qu'il a plein de preuves. La fois que après ça, il montre toutes les preuves qu'il y a une par une avec une vidéo qui explique, qui montre comment. Il y avait même un package vidéo malade. Pendant qu'il parlait en entrevue, qu'il parlait, il y avait le package vidéo, c'est malade. Ouais. Tatanka, la fois que DiBiase a dit à Jerry Lawler au King's Court comme quoi que c'était un done deal qu'il avait signé Lex Luger dans ses rangs. Ouais. Au Heartbreak Hotel, quand il a dit qu'il n'a pas sell-out et que Ted a pris la parole pour lui, et là que Tatanka a dit tu l'appelais M. DiBiase, puis il lui disait M. Luger, puis après ça, quand il a pogné Luger dans le locker room de Ted DiBiase, après en train d'engueuler Nikolai Volkov, sauf que lui est arrivé puis il l'a vu dans le locker room, fait qu'il n'a pas pensé qu'il était là pour être en crise. Il parlait de stratégie avec M. Volkov et M. DiBiase. Ouais. Et après ça, à Raw, quand DiBiase est venu distraire Crush pendant un combat contre Luger, ce qui a permis à Luger de faire son running forearm à M. Crush pour la victoire. Et même la plus tôt dans la journée, on voit un petit footage vidéo où on voit un jeune homme devant le locker room de M. Luger. Et le jeune homme se fait intercepter la route par DiBiase qui a un sac des États-Unis avec plein d'argent dedans qui rentre dans le locker room de Luger. C'était juste un petit morceau de dos pour que tu fasses c'est sûr qu'il est vendu. Juste pour. C'était parfait. Ouais. Et après ça, Tatanka lui dit qu'il devrait le rejoindre dans le ring avec M. DiBiase, qu'il l'attend pour le battre. Ouais. Après ça, Luger dit qu'ils peuvent montrer tout ce qu'ils veulent, les preuves qu'ils pensent avoir, que c'est un pays libre, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais qu'il sait dans son cœur qu'il n'a pas sell-out à M. DiBiase. Puis là, il va pouvoir Tatanka qui a tort et qu'il va le battre. Sans l'aide de M. DiBiase. Le match de la soirée. Oui, ce qui va durant au match numéro 4. Oui, pour être poli. Tatanka affronte Lex Luger dans un grudge match. Yes! Quand même une réaction partagée des fans envers Luger.
Oui, absolument. Oui. Puis, Tatanka qui rentre focus dans le match, comme il est vraiment en crise, puis il se dit là, ça suffit, c'est à soir, je règle le cas de Luger. Ouais, j'ai un petit bémol là-dessus, mais j'y arrive. Ouais, vas-y. Ça fait des semaines que Luger se fait accuser par Tatanka, puis que Tatanka est en crise contre Luger parce qu'il a sell-out, mais il commençait avec un lock-up. Ouais, des brises de bras, puis ben oui. Ouais, c'est ça l'affaire. Ils ont commencé exactement de même. Ouais, avec le sport derrière d'eux autres, c'est Kiki. Ouais, c'est notre chum. Yoda, Kiki. Kiki, si, ben oui. Et après ça, Tatanka avec ses Tomahawk Chops et une de la troisième corde pour 2. Après ça, Tatanka manque de quoi de la troisième, un genre de crossbody dégueulasse. Et voilà M. DiBiase qui arrive avec le sac rempli d'argent aux couleurs des États-Unis. Là, on voit Lex qui le voit arriver et qui lui demande ce qu'il fait là. Et dans la commotion, dans un finish de la WWE en ce moment, Tatanka a pris un Lex Luger distrait pour lui faire un roll-up pour le compte de 3. Oui. Un finish qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Oui, surtout dans un LNSL. Et c'est fait, Tatanka a vaincu Luger comme qu'il avait dit. Ben oui. C'est ça. Puis après le pin, on a Luger qui va voir Tatanka qui plaide son innocence devant Lex. Pendant ce temps-là, Ted DiBiase qui est encore dans le ring avec le sac d'argent d'une main et une poignée de cash dans l'autre. Ouais. Luger va le voir, puis il dit qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir de toi. Fait qu'il kick le sac d'argent. Il kick l'argent de la main de DiBiase. Oh oui, bébé. C'est à ce moment-là que le traître à Tatanka l'attaque de dos. Et voilà, le heel turn est complété. C'était Tatanka depuis le début qui était vendu à M. DiBiase. Tatanka, un des meilleurs de tous les temps. Ah, ben. Hein? Wow. Après, Tatanka qui fait un end of the trail. Là, c'est un gros. Son finish, c'est un Samoan drop à Luger. Ouais. Puis après ça, pendant que Ted dirige le trafic, après ça, beaucoup d'officiels viennent les arrêter, fait qu'ils s'en vont. Mais DiBiase a dit, va y en donner encore un petit peu. Fait qu'ils reviennent, puis ils crient encore une volée à Luger. Et ça se termine avec Tatanka qui pogne un billet d'argent qui le rentre dans la bouche à Lex Luger pendant que lui, DiBiase célèbre. Wow, classique. J'ai pas la photo, là, mais wow. C'est dégueulasse. Hey, pour vrai, là, tu sais, souvent, j'écoute on va écouter le pay-per-view, des fois, pour le podcast, je prends des notes, des fois, je suis sur mon cell en même temps, parce que, tu sais, c'est long, un match, là. Mais je te jure que dans ce match-là, puis dans l'intro, puis dans tout, j'ai pas une fois checké autre chose que la TV. C'était magique. Ça en fait plus de lutte de même. Ça en fait plus. Des bonnes histoires de même. Même la AEW pas capable d'à côté cette histoire-là. Ouais, mais ça regarde d'à côté Tatanka dans le Luger dans le ring, par exemple. C'est ça. On t'avait de le signer, là. Ouais, c'est ça. Ils ne signeront pas Tatanka ni DiBiase. Il devrait faire la storyline. Wow. Je pense pas que Luger pourrait le faire en ce moment, c'est ça ce que je veux dire. Ben. Il pourrait le pitcher que ça chaise monte en bas du décor. C'est ça. Malheureusement, le turn était un kiss of death pour la carrière de Tatanka. Ouais, après sa tour avec Lex, il est pratiquement devenu un goon pour Ted DiBiase. Puis ça n'a jamais vraiment remis. Puis quoique pour Luger non plus, ça n'a pas donné grand-chose en bout de ligne. Là, parce qu'après ça, après la contre Tatanka, en fond, il y a un match, je pense c'est 3 mois plus tard, dans un combat de cage que Luger a gagné pour terminer la rivalité. Puis même Luger après ça, il n'a pas gagné le Rumble. Il est en équipe avec Davey Boy Smith. Pas grand-chose de vraiment... c'est pas mal sur la grosse storyline. Là. Luger, il venait de sortir aussi des main events, ou ces grosses rivalités contre Yokozuna et tout ça, puis il n'a jamais réussi à aller chercher le Big One. Fait que, déjà là, tu passes de toute cette rivalité-là à faire une rivalité contre Tatanka que j'adore, mais tu étais dans le main event picture, puis là, tu te retrouves là. C'est sûr qu'après ça, c'est dur de remonter à la pente. Là. Ouais. Malgré que Vince l'a toujours protégé. Là. Ouais. Fait que, en fond, pour le match en tant que tel, là, je parle de in-ring action. Là. Ouais, c'était pas. C'était juste là. Ouais. C'était un match d'house show, puis en fond, c'était un match tout simplement juste pour avancer la storyline qu'ils ont très bien fait. Ouais, exactement. Ouais. Après ça, backstage, on a Gorilla Monsoon au téléphone qui est dégoûté des actions de Tatanka, mais il attend quand même, lui, DiBiase, pour parler sur le hotline. Il dit que Tatanka est une disgrâce pour tous les natifs américains alentour du monde. Et Gorilla n'est pas content. Et quand Gorilla parle, on l'écoute.
Ouais, c'est ça. On s'en fout un peu, mais on l'écoute. Ah, les mecs! Match numéro 5. Un autre match surprenant. Mabel, accompagné de Oscar, affronte Double J, Jeff Jarrett. That's E, double F, J, A, double R, E, double T. Ha, ha, ha. Merci. Ah, il était écœurant. Et Jarrett était pourtant en rivalité contre Doink dans ce temps-là. Ouais. Mais malheureusement, on est pogné avec Oscar et Mabel. Ben. Ouais, mais j'aurais mieux Doink contre Jeff Jarrett. Je pense que ça aurait été un meilleur match. Là. Ouais, c'est sûr que Doink Mabel est plus limité sur un ring. Ouais, non, évidemment. Ouais. Au début du combat, Mabel est trop fort pour Double J. Fait qu'évidemment, il s'en prend à Oscar vu que c'est un peu plus facile en le poussant en bas du ring. Il vole dans les steps, mais comme c'est pas un lutteur, ben, il se relevait quasiment tout de suite. Ouais. N'importe qui d'autre était à terre pendant 5 minutes, mais lui, il était correct. Surtout un manager. Après, ouais, ça a ouvert la porte à Jarrett pour faire trébucher Mabel pour prendre l'avantage du combat. Après ça, on a eu Mabel qui a fait un spinning heel kick à Jarrett. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu un spinning heel kick de Mabel, ben il ne jumpe pas dans les airs. C'était juste laisser choix. Ouais, c'est ça. Ben, c'est nice quand même là, pour un big guy. Hein. Ouais, ma grandeur et la grosseur qu'il a. Comment? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, quand même. Ouais, ben, c'est nice pour un big guy quand même. Oui, non, c'est ça. Mais dans le sens que c'est pas un spinning heel kick qu'on verrait le monde faire d'habitude, mais ça touche à lui, fait que c'est plus hot. Ouais. Ça fait un petit peu pour lui, un trademark. Trademark 10. Après ça, on a dans les gradins, on voit Abe Knuckleball Schwartz. C'est vrai? Oui. En fond, il y avait une pancarte avec lui qui est marquée « Je suis en grève ». En fond, pour un petit peu de backstory. Ouais. Dans le fond, Schwartz, il est fait par Steve Lombardi, a.k.a. le Brooklyn Brawler aussi. Ouais. Dans le fond, il était un joueur de baseball en grève avec la face peinturée en balle de baseball. Puis à l'époque, le baseball majeur était en lockout. Et c'est là que Vince et la WWF en ont profité pour dire qu'eux, ils écoutaient les fans. Eh, boy! Ouais. Les autres, il n'y avait pas de saison morte comme au baseball, puis qu'ils ne pensaient pas juste à l'argent. Ben non. C'était comme une façon de mettre un personnage pendant la grève pour faire chier un peu les fans de baseball. Vince a toujours fait ça avec tous les sports. Chaque fois qu'il y a un sport qui se plante, il en profite. Là. Puis on pas besoin de rappeler à tout le monde qu'en 94, ben, c'est nous autres qui auraient dû gagner le baseball majeur. Hein? Quand tu dis nous autres? Les Expos. OK. Il était numéro 1 il était fort là, dans le temps qu'il y avait les Marcus Grissom, les Martinez, il y avait beaucoup de monde. Tim Raines, tout le monde était là, une si belle équipe. Ben ça, c'est bon. Ça, c'est les fans de Montréal. Il y a toujours une excuse pourquoi on ne gagne pas. Là. Cette année, la Coupe Stanley, ça va être parce que le Lightning a dépassé la masse salariale. Ouais, ou bien qu'ils sont chanceux. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. En Jocelyn. Ouais. Après ça, fait qu'évidemment, ben c'est ça. Il n'a pas fait grand-chose, M. Schwartz. Ça n'a pas duré tant longtemps que ça. Je pense que la carte, ça a duré peut-être 3-4 mois. Fait qu'il est retourné en Brawler après. Oui, d'ailleurs, à noter que Broken Brawler a déjà battu Triple H. Oui. Hein? Faut quand même le mentionner. Tout le monde devrait le battre. Triple H, il n'est pas bon. Ben oui, c'est ça. Et Jarrett retourne pour frapper Oscar encore une fois, mais Mabel vient le tenir pour que Oscar le slappe en pleine face. Et après ça, on a Mabel qui essaie de bloquer un sunset flip de Jarrett, mais quand il essaie de tomber, Jarrett se tasse, fait qu'il lui aussi, comme Nakano tantôt, tombe direct sur le coccyx. Et ce qui permet tout après à Jarrett de faire le compte sur Mabel 1, 2, 3 pour le prendre par surprise. Gagnant du combat, M. Double J, Jeff Jarrett. Comme ça. Pas mal moche comme fin de match. Ouais, mais en même temps, on ne va pas s'attendre à un prix Nobel. Non, c'est sûr. Il a fait un match. Je pense qu'il était juste là. Dans le fond, Double J a bien essayé de faire un match, un bon match, mais bon, c'est limité. On a des problèmes de connexion, ça a encore coupé. Qu'est-ce que tu as dit, mon petit TJ? Il dit un match qui était juste là. Dans le fond, Double J a fait ce qu'il pouvait pour un match contre Mabel, mais regarde. Ouais, mais ça prend un match aussi moins fort. C'est quand même un match de transition après une storyline émouvante. Ouais. Je persiste et je signe que ça aurait été mieux contre Doink. Ouais, c'est sûr que oui, mais j'haïs pas Mabel. J'haïssais pas Mabel, moi. Non plus, que c'était... Comment? J'haïs pas Mabel. Hey, wow! Ça, c'est plus tard, entre deux collections.
Mais c'est pas grave, on parle de Mabel, c'est Mabel, je te montre. Ah ouais, on va avoir un... C'est ça, on va montrer notre collection. Oui. Après ça, Vince nous présente encore Nielsen et Kennedy qui sont devant l'entrée. Derrière eux, on voit la silhouette d'Undertaker derrière le rideau. Pendant qu'évidemment, la foule leur dit « Hey, il est là. Puis les autres, ils regardent, puis on veut pas que vous nous voyez. Puis tout. Fait que quand ils se retournent, malheureusement, évidemment, le Taker n'est plus là. Il laisse demander le concours aux autres. La comédie, mesdames et messieurs. Ouais. Ouais. Après, on passe de la comédie à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Un recap de la feud avec Bret et Owen Hart, les deux frères déchus. Oui. Fait que tout d'abord, au Survivor Series 93, Owen est en crise contre son frère et le pousse après sa défaite contre... Non, l'équipe de Bret avait gagné le match, mais Owen était le seul à se faire éliminer du match à cause qu'il y a une collision accidentelle avec son frère Bret, ce qui a fait qu'il a mangé un roll-up de Shawn Michaels. Encore un distraction finish. Puis non, ça fait que, évidemment, Owen était en furie. Ouais. Sauf qu'après ça, il a ensuite challengé Owen, c'est-à-dire challengé Bret à un combat. Et la semaine d'après, Bret avait refusé en disant qu'il ne veut pas se battre contre son own flesh and blood, peu importe ce qui va arriver. Là. Une storyline qu'ils ont faite par après avec Kane et Taker, parce que Taker ne voulait pas se battre contre son frère, puis à un moment donné, il a dit OK, peut-être. Ouais, puis c'est ça, ça faisait pareil aussi Owen pour le weakest link de l'Art Foundation, là, surtout quand tu es le seul à te faire éliminer dans le Survivor Series match. Ouais. Puis il s'était réconcilié dans la période des fêtes, sauf que malheureusement pour eux, au Rumble 94, dans un match de championnat par équipe contre les champions défendants, les Québécois, évidemment, c'est la fin où Bret était blessé à la jambe et qu'il n'a pas pu faire la tag à son frère Owen. Il aurait pu, il voulait faire le sharpshooter pour gagner le match pour son frère. Ouais. Une affaire que Owen a mis de l'autre côté en disant qu'il était selfish. Tu vois, un heel, il a sa raison, il va croire qu'il a tant raison même s'il a tort. C'est un peu comme toi. Ça, dans le fond, toi, t'es le face du podcast, mais tu penses que tu as toujours raison. Ben oui. Dans le fond, t'es un heel dans un sens. Ben, t'es un heel qui n'est pas assumé. Non, je veux pas te porter du côté obscur. Ouais, c'est ça. Et bien évidemment, c'est ce qui a fait que malheureusement, Owen a kické la jambe de Bret hors de sa jambe. Oui, c'est là que ça s'est passé. D'ailleurs, il y a un bonhomme qui se vend de ça, hein, avec la jambe. Je me trompe pas. Il y a une jambe qui se vend tout seul à part. Tu l'as sûrement, hein? Non, je sais pas ça. Je ne savais pas que ça existait. Là, oui, ça existe. La jambe de... Ouais, je vais te l'envoyer après le podcast. Ouais. La jambe de Bret, ouais, quand il s'est fait kicker la jambe. OK. J'ai hâte de voir ça. Yes. À WrestleMania 10, dans l'opener de la soirée. Un des meilleurs matchs de l'histoire. Oui, Owen a battu Bret clean après avoir renversé en Victory Roll, une tentative de Bret de... Non, dans le fond, Bret était en Victory Roll position, puis quand Bret l'a fait par en avant, Owen a juste retenu les jambes de Bret pour le compte de 3. Une belle fin de match qui a mis tout le monde en état de choc, évidemment, parce que Bret est l'ancien champion du monde, il était bien plus connu qu'Owen, puis... Ouais. C'est un main eventer. Hein. Encore à ce jour, mon match préféré à vie. C'est dur d'argumenter contre ça, parce que c'est un excellent match. Ouais. Et malheureusement, pour le plus jeune de la famille Hart, c'est Bret qui est parti de WrestleMania 10 avec la ceinture de champion du monde après qu'il ait battu Yokozuna dans le main event. Avec le moment classique où tous les lutteurs tenaient Bret sur leurs épaules, en fond Luger et Razor Ramon. Quand Owen Hart est arrivé dans l'entrée pour garder son frère de façon jaloux. Ah ouais, viens célébrer. Là, il était là, il dit non, ça aurait dû être moi, c'est moi que je t'ai battu, tu mérites pas d'être champion. méchante fin de pay-per-view. Wow, parfait ça. Ouais. Et après ça, on a Bret qui après a été champion du monde. Après ça, on est allé vers King of the Ring 94, où Bret a défendu sa ceinture contre Big Daddy Cool Diesel, qui avait Shawn avec lui, évidemment, M. Diesel. Puis de son côté, c'était Jim The Anvil Neidhart avec Bret. Ouais. La fin du match, c'est que Diesel a fait le powerbomb le jackknife à M. Bret Hart. Et Anvil est arrivé dans le ring pour faire la disqualification. Il a frappé Diesel une couple de fois. Après ça, il est parti. Il a laissé Bret se faire tabasser par Diesel et Shawn pendant une couple de minutes. Mm-hmm. Et après ça, plus tard dans la soirée, The Anvil est venu aider Owen Hart à gagner le King of the Ring en finale contre Razor Ramon.
Et c'est là, dans le fond, on a connecté les dots ensemble quand Jim Owen Hart était dans son combat de Brett juste pour qu'il garde la ceinture pour que ce soit Owen, le gars qui le batte. Ouais, parce que Anvil, dans le fond, il essayait de tourner Owen contre son frère un peu. Là. C'était le heel qui mettait de la bisbille dans la famille parce que, ouais, c'est ça, mettait de la bisbille dans la famille. Là. Et c'est pour ça que ce soir, on a un combat de cage entre les deux pour le championnat de WWF. Puis avant que tu commences avec ton excellent résumé d'un match très long en passant, là, c'est un des plus longs matchs de cage, je pense. C'est pas mal sûr que c'est un des plus longs matchs de cage, non? 32 minutes. Ouais, il me semble qu'à l'époque, ça paraissait vraiment très long, mais moi, quand je parle de SummerSlam 94, dans ma tête, j'ai comme 3 main events. Je sais que tu comptes pas Tatanka Luger pour un main event, mais pour moi, genre, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça. Évidemment, j'avais le match qu'on va en reparler plus tard, Taker contre Taker, parce qu'à l'époque, jeune, Taker, c'était impressionnant. Puis ce match-là, que je me souviens très bien, que je me suis toujours souvenu, Brett contre Owen dans le cage match, que selon moi, c'est le meilleur cage match de tous les temps. À mon avis. Il y a eu beaucoup de cage match, mais moi, maintenant, tu me dis là, tout de suite, n'importe quand, même aujourd'hui, c'est quoi ton meilleur match de tous les temps dans un cage match? Pour moi, ça a toujours été Owen contre Brett parce que il y a de tout dans ce match-là. Là. Il y a de la bonne lutte, il y a de la violence, il y a du storytelling. C'est quasi un match parfait, là, pour vrai. Là. Ouais. Mais, tout un match, ouais. Avant de parler du match, parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait la belle petite cage bleue. Oh, wow. Dans ce temps-là, la cage n'était pas au sol puis qu'il y avait juste descendre. Il fallait qu'il l'installe, la cage, le monde. Ouais. Une courte d'intermission. Fait qu'en ont profité pendant ce temps-là. Vince et Jerry Lawler. C'était moins dangereux. Oui. J'allais dire, c'était moins dangereux, cette cage-là, je trouve, pour les lutteurs, parce que, moins dangereux, ça dépend. Parce qu'il y avait des plus gros trous, fait qu'il y a plus de pognes pour s'agripper, mettons. Non, là, je comprends. Puis, Puis, non, ça, pendant qu'il installait la cage, on a eu Jerry Lucky Lawler et Vince McMahon devant la première rangée, parce que beaucoup de membres de la famille Hart sont là. Et en partant, on voit. Ouais, c'est ça. Le look du British Bulldog me faisait rire. Avec ses petites lunettes et ses cheveux brisés, puis sa petite veste, genre de chasseur avec les gros bras. Là. Il était écœurant. Wow. Et, évidemment, pendant que Vince interviewe Helen et Stu, il y a Jerry Lawler qui leur dit que c'est eux autres la faute pourquoi que Owen est en chicane avec Brett, que c'est à cause d'autres que ça arrive. Après ça, Jerry voit il voit devant lui le British Bulldog, il va le voir en disant que ça, c'est le gars, Vince, qui a battu Bret Hart de 2 ans à SummerSlam. Fait que c'est sûr qu'il va être du côté du Hitman. Et Davey louange le Hitman en disant qu'il espère que la chicane va arrêter après le combat de cage de ce soir. Et après ça, Vince va voir Jim Diablo Neidhart qui est. Oh, un petit peu. Ça a rebugué un petit peu. Tu dis qu'il va aller voir Jim Diablo Neidhart, puis? Oui, Jim Diablo Neidhart qui est un petit peu plus loin dans la foule, derrière la famille Hart. Puis il a déclaré comme quoi qu'enfin ce soir, on va voir c'est qui le meilleur des deux dans la famille. Il sait que c'est Owen. Puis après ça, il y a Bruce Hart qui est juste devant The Anvil qui s'entend dire si tu te mêles de ça, moi, t'as affaire à moi. Il était écœurant, Bruce Hart. Bruce Hart qui fait peur à personne, évidemment. Ouais. Après ça, on a Interview Time avec Todd Pettengill qui est avec le champion défendant, Bret Hitman Hart. Et Todd dit que Bret se remet d'un problème de gorge. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Gorge profonde. Puis le Hitman dit que ça va avoir aucun effet, que ça n'a pas rapport avec le match de ce soir. Il dit que la belt s'en va nulle part, dit Bret. Il va le prouver qu'il a toujours été meilleur que son frère Owen. Puis il dit qu'il déteste pas Owen du tout, mais que malheureusement, le problème, c'est dans la tête du Rocket. Il est juste jaloux de son frère, de tout ce qu'il a accompli, qu'il n'a pas fait le corps de ce que lui a fait. Oui, Bret qui a toujours voulu protéger Owen, mais Owen a toujours été jaloux. Bret blâme The Anvil. C'est pas mal ça dans ce storyline. Bret blâme The Anvil en disant que c'est lui la grande cause de leur chicane, puis que ça lui brise le cœur, mais que ça doit arrêter. Et il espère juste que quand ça va être terminé, qu'on va pouvoir vivre avec. Et là, la cage est installée et on peut aller au match numéro 6. Un combat de cage WWF avec le champion défendant Bret le Hitman Hart qui défend sa ceinture contre son frère Owen Hart.
le King of Le Hearts. classique des classiques. Oh. Et Owen qui attaque Brett à son entrée dans la cage. Après ça, Brett reprend le dessus avec un beau DDT. Le King of Hearts réplique avec un Enziguri. Et le match consiste beaucoup de brawling et beaucoup de tentatives de sortie de cage. En fait, je les ai comptés. Nope. Et dans le match au grand complet, il y a eu 30 fois qu'il a essayé de sortir de la cage. Là, tu parles pas juste par la porte, là, tu parles partout. Non, tentative de sortie pour gagner le match. OK, parfait. Puis en moyenne, à peu près, le match a duré 32 minutes 6, je pense, à peu près. Fait que c'est à peu près une par minute, en moyenne. Ouais, parfait, ça a de la En même temps, regarde, c'est un match de cage, il faut qu'il sorte. Puis il n'y a pas de 1-2 kick-out là-dedans. Fait que c'est comme pratiquement ça, leur near falls dans le match. Fait que c'est comme normal aussi. Là. Ouais, c'est vraiment la psychologie là-dedans. Et je pense pour ça que c'est un de mes préférés parce que c'est vraiment bien pensé. Là. En même temps, c'est la force de Bret Hart, la psychologie. Fait que... Ouais. Il faut juste qu'il y ait un bon partner de danse, puis il va être correct. Ben, même là, pour vrai, je sais que toi, tu es un plus grand fan de Bret. Là. Moi, je trouve que c'est un crybaby, mais j'enlèverai jamais le fait que c'est sinon le meilleur lutteur de tous les temps. Un crybaby, comme tu dis, peut-être, mais ça empêche rien. Ça n'enlève rien. Non, c'est ça. Ben oui, ça n'enlève rien à son talent. Là. Mais pas mal avec n'importe qui, t'es capable de faire quelque chose de potable, là, pour vrai. J'ai vu des bons matchs de Papa Shango et Berserker contre lui. Là, hey! Là, pourquoi tu nommes ces deux-là quand tu sais exactement que, gars, là, tu nommes Papa Shango parce que tu sais que c'est un site, je suis sur lui, puis là, tu nommes Berserker parce que tu veux que je fasse ça. Attends. Mais voilà, tu peux continuer. Il est tombé dans le panneau. Merci beaucoup. Merci. Restez là, s'il vous plaît. Plusieurs beaux spots, incluant la cage, comme Owen qui slam Red Stop. Aussi avec un superbe missile dropkick d'Owen, les deux pieds dans la face de Brett. Ouais. Et après ça, on a une suplex stop de la cage de Brett. Après ça, il y a un spot à un moment donné où Brett rampe en cherchant la porte, sauf qu'il est du mauvais côté, fait que la foule il dit non, l'autre bord. Fait que ça fait, la foule est dedans, la foule est investie dans le match, ils sont au bout de leur siège, puis ils participent au combat, c'est ça qui est toujours le fun. Ouais. Puis Owen a réussi à mettre son frère dans le sharpshooter. Sauf que dans un beau spot, Brett a renversé lui, le sharpshooter avec son propre sharpshooter à lui. Mm-hmm. Et après ça, toujours nice comme reverse. Ouais. On l'avait pas vu souvent à l'époque. En effet. À la fin du combat, les deux sont dans l'autre côté de la cage, voulant descendre et gagner. Il se punch jusqu'à temps que Owen se fait rentrer la face dans la cage par le Hitman. Ce qui fait que Owen tombe upside down et la jambe pognée dans la cage. Et ça permet à Brett de laisser tomber ses deux pieds pour gagner le combat et garder sa ceinture contre son frère. Avant d'aller vers notre impression du combat, la famille Hart a célébré quand Jim Neville Hart a close-liné le Bulldog et Diana Hart de leur siège avant la barricade. Tout un bum de Diana Hart, hein? Oui, ben justement, un fun fact là-dessus, c'est qu'il n'y a personne qui savait que c'était pour arriver, à part Diana et Bulldog. Pour vrai? La famille était en crise quand c'est arrivé. Ben, j'imagine. Owen Brett était en tabarnak contre lui. Pourquoi vous avez fait ça? Si, il aurait pu se faire mal et tout, mais en fond, c'est elle qui devrait absolument faire le bump. Puis c'est des boys qui disent, regarde, on ne dira pas, on va le faire ensemble, on va te tenir. C'est une vraie, ça. Ouais. Ben, c'est une art. Ouais, c'est ça, exact. Après ça, on a Envol qui a pris un gros cadenas et qui a barré la cage. Ça y a pris un peu de temps quand même. Mm-hmm. Puis évidemment, ils sont en donnant un cœur-joie sur Brett 2 contre 1 pendant que tous les membres de la famille Hart, les frères, étaient assez de monter dans la cage pendant qu'ils se faisaient donner des coups pour pas qu'ils montent dans la cage. C'est un beau visuel. Ouais, vraiment. Et heureusement, pour Brett, Davey Boy Smith a réussi à arriver dans la cage pour faire partir les deux méchants. Et c'est ça. Fait que un bon match, une belle fin de match, puis la storyline, évidemment, va continuer entre ces deux-là, puis tant mieux. Une question que je me pose, c'est que, je sais que Brett c'était Brett, puis que c'était pas mal le préféré. Même si on sait qu'est-ce qui est arrivé avec Vince puis Brett, c'était un des préférés à Vince, là, Brett, dans le temps. Là. C'était vraiment son moneymaker, puis c'est lui qui faisait rouler la fédération dans une des plus grandes, sinon la meilleure, en fait, pas sinon, la meilleure era de la lutte, selon moi et selon toi aussi, je pense. Là. Un petit peu avant ça, c'était pas mal nice aussi. Là. Ouais. Je parle de la Golden. Ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que tu aurais.
Est-ce que tout aurait pu changer pour Owen Hart à ce moment-là s'il y avait eu. Ouais. Ben, je sais pas. Je pense pas. Est-ce que tu penses que ça a été dans une discussion de mettre Owen champion? Est-ce que tu penses que Brett a essayé de pousser pour ça? J'en doute pas. Ben, je sais pas si Brett lui-même a poussé pour ça, mais j'en doute pas que backstage, il en parlait, c'était sûr qu'il était intéressé. Là. En même temps, on sait ce qui va arriver après ça. Là, à Survivor 94, Brett va devant sa ceinture contre Bob Backlund. Ouais. Il va perdre. En fond, Backlund était là pour un changement de transition, justement, pour donner la ceinture à Diesel. Fait que, tant qu'à ça, il aurait pu facilement mettre Owen dans cette même position-là puis de faire dropper à Bell contre Diesel après. Là. Ben oui. Mais tu sais, en même temps, le match en Series 94, ben, la fin était écœurante. Là. On peut peut-être avoir le review un jour, j'imagine. Là. La rivalité avec Backlund puis Hart, c'était avec la serviette puis tout, là? Oui, avec Owen là, qui pleure devant ses parents là, en disant qu'il veut pas que son frère se fasse mal, d'arrêter la soumission, lancer la serviette pour son frère, puis ça prend genre 10 minutes avant qu'il le fasse. Là. Aussitôt que ça arrive, il s'en va célébrant. Ouais, j'ai gagné! ça, on en a parlé souvent, puis on l'a même fait dans un de nos shows, d'ailleurs, de la NWE dans le temps, là, avec l'affaire de la serviette avec Papa Stream. Puis, mais, ouais, c'est ça. Ça, va falloir le reviewer un jour parce que c'est un autre moment, je me souviens très bien, c'était vraiment bon. Là, mais, ouais, Owen contre Brett, moi, je pense, comme je te disais, là, je pense que c'est un des meilleurs matchs de tous les temps de cage. Pour que tu t'en souviennes autant après tant d'années, je pense que pour dire c'est mon meilleur match de tous les temps ou un de mes meilleurs matchs de tous les temps, je pense que c'est pas nécessairement l'opinion qui compte, mais plus qu'est-ce qui t'a marqué. Là. Ouais, c'est sûr, moi, si je te dis Tatanka contre Luger, c'est mon meilleur match de tous les temps. Oui, c'est un des matchs que j'ai le plus aimé, mais si je te dis un meilleur match de tous les temps, tu vas faire OK, t'es fans, mais si tu connais pas ta lutte, là, c'est normal. Là. Non, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que ouais, puis sans bande, le punch, moi, c'est mon match préféré de la soirée parce qu'en même temps, je te dis que c'est mon match préféré de cage de tous les temps. Fait que ça va être mon match préféré. Voilà, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Un des meilleurs combats de cage années 90, même ever. Puis la ceinture était. Ouais. Ben, il y a eu des combats de cage avant ça, par contre, évidemment. Non télévisés, je pense. On vient de perdre. Et là? Ouais, c'est revenu. On a de la misère avec la connexion. Désolé, je vais canceller les Vidéotron. C'est bon. C'est ça, non? Mais en parlant de combat de cage, un petit clin d'œil. Au prochain vidéo qu'on va faire, SummerSlam 97, il y a un autre combat de cage dedans. C'est Brett encore, non? Non, c'est pas Brett. Non, c'est Brett contre Taker, là. Hein? Je garde la surprise pour le prochain review, tu vas le voir. Je m'en souviens pas. OK. Hey, pour y aller avec le main event, Taker contre Taker, Dave va rentrer avant. Il va rentrer avec nous autres pour le main event parce que Taker, c'est un de ses lutteurs préférés de tous les temps, évidemment. J'ai pas fini encore. Hey, je te fais juste te dire, puis dire à nos auditeurs que Dave arrive. Les autres sont contents. Ils portent le chandail comme moi. Fait que tu vas fermer ta gueule, puis tu vas dire « Oui, monsieur ». Ben là, j'ai jamais dit que je voulais pas qu'il arrive. J'ai juste dit que j'avais pas fini. Il est dans le petit mètre en bas, je le vois faire ses simagrées. Vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Moi, je le vois moi non plus. Tu le vois pas? Tant mieux. Ah ouais, finis ça qu'on passe au main event, mon chum. C'est ça. Fait que, le match a duré 32 minutes, puis ça a pas. Moi, je trouve que ça passait très vite pour un match de 32 minutes. Là. Ouais, la saison était importante. Ils ont fait assez de moves pour que ça soit boring tout le long, puis la foule était dedans au bout. Fait que ce match-là, là, vraiment, là, dur d'à côté. Oui, vraiment. Et puis, juste avant d'y aller avec Dave, qui va faire son arrivée comme je le voulais au podcast en ce moment. On va parler à Owen et Anvil. En gros, Owen dit que Brett dit qu'il avait Brett de battu, qu'il était chanceux. C'est vrai. Et il est au Bulldog de se mêler de ses affaires et un sentiment que partage The Anvil. Pour ça, ils ont pris la fuite. Est-ce que Diana, est-ce qu'elle était dans les storylines après? As-tu mangé d'autres shots ou ben c'était le dernier clothesline qu'elle a mangé quand elle Non, après ça, l'affaire qui est impliquée, c'est une rivalité avec Sean et Bulldog là, en 96. Là. Ouais, c'est vrai. Le Bulldog disait comme quoi qu'il avait fait des avances à sa femme. C'est ça que le fameux match au... L'affaire avec les lumières... ouais, c'est ça, hein? Ouais, le double pin, là. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est cette rivalité-là, exactement. All right, fait qu'on est prêt pour le main event? Ben oui! Yes! Fait que là, on va rentrer Dave. All right! Et le voici, le voilà! Represent! Ouais, puis toi, on sait bien, hein? Je ne l'ai pas encore! On s'est pas vu encore!
C'est vrai qu'on s'est pas vu, puis si je fais le mieux. C'est ça. C'est pour ça que je suis pas pressé, moi non plus, de te voir la face. Ah, t'as des bonhommes, là, mes bonhommes chez vous, là, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai comme bonhomme? Il y a des affaires aussi chez vous. On a les autres. On a nos affaires, c'est le fun de même. Amène-moi mon Big Boss Man avec la petite étampe. Fait que Dave, t'arrives juste à temps pour le Taker. Oui. Puis, évidemment, avant d'aller pour le combat, on va parler de la rivalité parce qu'ils font un petit package là-dessus. Oh yeah. Et ça, fait que ça commence sur le bas 94 dans un combat de casquette impliquant Taker et Yokozuna avec J-E-F-F, J-A-R-R-E-T. Où il y avait 12 lutteurs qui sont venus aider Yokozuna à mettre Taker dans le cercueil. J'ai une demande spéciale. Moi, j'aimerais ça faire ce Rumble-là cette année. OK. C'est bon, c'est noté. Checkez vos dates. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas tout de suite, là. Ah, je sais. Bref, c'est ça. Fait que, ça a commencé au Rumble 94, où après le combat, le Deadman a monté aux cieux. Ouais. Avec la foudre qui l'a foudroyé. Ouais. Un peu comme le Canadien en ce moment. Non. Oh! Fait que c'est ça. Fait qu'on n'a pas vu Taker. Il a pris un peu de time off. Dans le fond, qui est faible, c'était pour ça. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait des problèmes de dos qui voulait prendre un peu de repos. Puis pendant ce temps-là, on a Ted DiBiase le 21 mai à Superstars qui dit qu'il est rentré en contact avec le Deadman et qu'avec son argent et son pouvoir, qu'il va être le seul à être capable de le ramener à la WWF. À noter que c'était avec Ted DiBiase qui avait fait ses débuts à Survivor Series. Oui, c'est lui qui l'avait amené à la WWF pour être son partenaire dans son équipe. Ouais. Accompagné de Brother Love. Oui. Peux-tu me faire, TJ, pour moi? J'aime ça quand tu... Non, je veux que tu me fasses quand Ted DiBiase a introduit Undertaker. Oh, je me rappelle pas par cœur. Ben là, Chris, t'aurais pu juste me dire I give you From Death Valley, I'll give you The Undertaker. Parfait. Ouais, c'est correct. Ouais, faut que je travaille mon Million Dollar Man. C'est 2 semaines plus tard, Paul Bearer a dit comme quoi qu'il trouvait ça bien dur à croire que DiBiase peut faire son Taker parce que c'est lui le seul qui était capable. Et la semaine suivante, au Heartbreak Hotel de Shawn Michaels et Diesel, Ted nous a dévoilé sa nouvelle acquisition, l'Undertaker, qui est arrivé, ma foi, devant nous, ébloui. Ouais. Et éventuellement, après un combat de Taker, une couple de semaines plus tard, il y a Bearer qui est arrivé pour faire signe à Taker de venir le voir. Pendant que Taker arrivait tranquillement vers lui, DiBiase a flashé de l'argent dans la face du Taker qui a fait qu'il était vers M. DiBiase à la place. Oh. C'est à ce moment-là que Bearer s'est bien rendu compte que c'était pas le vrai Taker. Ouais, mais tout le monde a un prix, non? Ouais, mais lui, il est mort, il sait pas c'est quoi un prix. Ouais, il y a ça. Bearer, il sait c'est quoi. Ouais. Puis ça, après ça, au Raw 2 semaines avant ce soir, dans le fond, il y avait Taker qui a mis la main au collet de Paul Bearer. Pendant ce temps-là, les lumières se sont fermées. Puis quand ils sont rallumés, Bearer est en bas du ring en train de dire que He has arrived! Il veut mon Paul Bearer. Ouais. Puis était-tu là? Non. Hein? Il n'était pas là encore. Non, il n'était pas là encore. Non. J'y arrive. Pour faire le week-end dernier avant ce preview, parce qu'un autre fun fact, c'est que le SummerSlam 94 a eu lieu un lundi. Dans le temps que c'était pas le dimanche tout le temps les pay-per-views. Ouais, c'est ça, c'était un lundi, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais pas à l'école pareil. OK. Ouais. Fait que l'Undertaker de Paul Bearer, le vrai, a fait entendre sa voix. Il a dit que c'était le moment pour lui de se relever et que pour le Taker de DiBiase, l'heure est venue. Rest in peace. Ça c'était sur l'écran géant dans le cercueil, non? Non. Pendant que tout le monde était dans le ring, là, il y avait Taker qui était dans un speaker qui parlait, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu, ok, c'est ça. Ah. Fait que c'est ça. Fait qu'on est rendu au match numéro 7. L'Undertaker accompagné de Ted DiBiase contre l'Undertaker accompagné de Paul Bearer. Wow. Juste pour confirmer ce qu'on sait déjà, là, il y a Howard Finkel, quand il introduit celui de Paul Bearer, il dit « Le seul et l'unique Undertaker! » Tu sais, pour vous faire dire. Pour qu'on sache c'est qui, là. Ouais, puis c'est carrément parce que DiBiase se retourne puis il le regarde. De quoi tu parles, toi? Ça veut dire de quoi, Marc, avant que je te coupe? J'allais dire, tu vas-tu parler qui est faible tout de suite, qui fait Taker, tu veux garder ça pour la fin?
Je vais regarder ça pendant mon match. Ben, juste au début, ça s'en vient. Là. OK, parfait. Fait que ça, après ça, Bearer arrive, puis il fait. En fond, il n'y a personne avec lui, Taker n'est pas avec lui. Fait qu'il fait signe à des druides d'amener le cercueil avec son effigie dessus. Dans le fond, c'est le même cercueil qui va être enterré dedans à Rumble 94. Continuité. Ouais. Ça arrive des fois. Et dedans, quand il rouvre la casquette, il y a une grosse urne dedans. C'est une géante urne. Ouais. Puis quand il arrive dans la ring bearer, dans le fond, il enlève le couvercle. Puis c'est une grosse lumière dans l'aréna pendant que les lumières flashent bleu et noir. Avec un peu de haze. Oui. Et le tonnerre gronde et voilà le vrai Undertaker en mauve. C'est des vues en mauve. Oui, parce qu'il faut noter que l'autre est en gris. Oui. Face à face entre les deux Takers, comme qu'on voit ici sur YouTube, on voit vraiment la différence parce que on est rendu là, Marc. Celui qui fait le Taker de Ted DiBiase, c'est Brian Lee ou aussi Chains plus tard pour les disciples de l'Apocalypse. Wow! J'aime trop le nom en français, mais les disciples de l'Apocalypse. Puis ça, lui, il fait 6 pieds 7, tandis que Taker, Mark Calloway, il fait 6 pieds 10. Fait que ça paraît un petit peu quand ils mettent les deux face à face. Ouais. Ils ont combiné les deux. Tu sais, je vais remettre la photo, là, tu vois que l'autre est un peu... tu vois sa posture, là. Ouais, comme bizarre à comparer. Le plus haut possible pour être... ça marche pas. Normal. Il a fallu que Taker se baisse un peu, ça a été malade. Ouais, mais là, c'est ça. Ouais. Fait que... évidemment, un match entre Taker et Taker, deux Deadmen, la foule aussi est morte pour le combat. Ouais. En effet. Il y avait son commentaire, il essaie de vendre ça en disant comme quoi, ils savent pas quoi penser, ils sont évanouis, En fait, c'est plus l'autre sait qu'est-ce que l'autre va faire. L'autre sait vraiment ce que l'autre va faire parce qu'ils font la même chose. Ils disaient qu'ils sont en état de choc en voyant deux Undertaker face à face. Et dans le fond, non, Vince, c'est juste passé de la malle qu'ils réagissent pas. Ben, la storyline était quand même cool. Là. Ouais, non, c'est un peu le même principe que Tatanka contre Luger tout à l'heure. Le build-up était écœurant, mais après ça, genre le match puis la rivalité, ben. Mais tu sais, si tu regardes ça un peu, c'est un peu la même affaire que quand il y a plein de Sting. Tu sais, je veux dire, c'est cool, mais c'est de la merde pareil. C'est le fun de voir plein de gars masqués pour le look, mais au bout de la ligne, ils l'ont fait trop souvent. Tandis que Taker l'ont fait juste une fois. Là. Ouais. C'est assez. Ouais. Puis le vrai Taker, c'est vous. Hein? Ouais. Non, vas-y. Non, vas-y. Ben, j'allais continuer pour le match, mais c'était une question, vas-y. Ben, j'allais dire, étiez-vous excité à ce match-là à l'époque, vous autres? C'était-tu quelque chose que. Étiez-vous hypé, ouais? Sûrement, j'avais 6 ans, je pense. Sûrement cool. Ouais, mais quand même. Moi, je me souviens de ça quand même assez bien. Moi, je me souviens un peu, mais pas tant que ça, en vrai. Là. Je me souviens que c'était fou parce qu'il y avait deux Takers, puis qu'on savait pas c'était quoi qui arrivait. Ouais. On était un petit peu trop jeunes pour comprendre que c'était juste un autre lutteur. On pensait juste qu'il s'était dédoublé. Là. C'était comme... Ouais. Pas d'Internet dans ce temps-là non plus. Là. Ça aidait. Ouais, mais je veux dire, même à 6 ans, là, j'aurais pas été sur l'Internet sans savoir c'était quoi. Non. Je veux dire, c'était plus le fait que, vu que Taker, c'était un genre de personnage magique, là, qui... Ouais. On pensait juste qu'il y avait comme doublé de corps, là, ou une estime d'affaires de fou. Finalement, quand tu les regardes tous les deux, là, avec un œil d'adulte, tu vois très bien que c'est pas les mêmes gars pendant tout. Là. Tu vois très bien que c'est pas... Check juste les tatous. Là. Les deux avaient l'air, à ce moment-là, avaient des tatous quasiment à la même place. Ouais. Mais tu vois avec ton œil d'adulte que c'est pas les mêmes. T'as bien raison, Dave. Mais il est magique. Ouais, c'est vrai que Dave a raison. J'aimerais bien dire ça, les bonnes affaires du match, mais il n'y a rien qui se passe. Non? Tout ce qui essaye, il botche. Sinon, c'est des punch kicks. C'est plate en maudit. Ouais, mais il y a une affaire qui n'a pas manqué, par exemple. Quoi? Ouais, ça. Fait que c'est ça. Fait que même Taker, dans le match, tu vois qu'il est en tabarnak là, quand il lutte contre l'autre. Là. C'est pas comme qu'il l'avait imaginé, je pense, dans sa tête. C'est pas aussi bon qu'il pensait. Ouais. Et l'Undertaker, on va l'appeler de même, c'est compliqué. Avec un chokeslam sur Taker, mais quand il va pour le compter, le Taker fait son zombie setup. Un tombstone, même fois, ensuite, mais la même chose se produit, il se relève. Quoique ça aide pas quand le gars attend 10 secondes avant de faire le pin. Là. Surtout quand il est contre Taker. Là.
Même à un moment donné, c'est drôle, il fait un autre tombstone, puis Taker fait ça pas encore, puis tu vois l'Undertaker qui regarde DiBiase qui est le même. Qu'est-ce que je fais quoi? Je sais pas, enchaîne, je sais pas. Un autre, il faisait un autre. Mettons que ça avait été Kane qui aurait fait le faux Taker à l'époque, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Là. Il n'aurait pas plus à ressembler. Non, mais je parle plus dans le sens de talent, mettons. Là. Oui, évidemment. Kane était quand même... Il était green à l'époque, mais quand même mieux que lui. Là. Ouais. Ça aurait marché mieux si le contraire aurait été fait. Si il y aurait eu les deux Kane puis que ce soit Taker qui fasse l'autre Kane. Oui, il d'être le Gallows. Ouais, c'est ça. Ça aurait bien marché là, parce que les deux sont masqués, les deux sont la même grandeur, les deux luttent sensiblement pareil. Ouais. Ça aurait été bon. Là. Déjà que Taker l'avait déjà fait un peu une fois. Là, avec les yeux beurrés. Là. Ouais. Il avait fait c'est ça. Il a fait comme s'il était Kane pendant je sais pas combien de temps, là, 2 semaines, je pense. Ouais. 1 semaine. Puis il s'était démasqué. C'était malade. C'était fou. Contre Mankind, là. Ouais. C'était cool. Là. Si les deux avaient eu. Tu sais, imagine là, dans le temps de Kane, dans ce temps-là, avec son saut au complet, tout le corps caché, là, tu vois pas de tatou, rien. Ouais. Juste les cheveux longs puis le masque, là, ça aurait été fou. C'est vrai. Que les deux, un contre l'autre. Avec ça, après ça, le Undertaker, c'est un autre tombstone, sauf que cette fois-là, Taker réussit à tomber sur ses pieds de l'autre bord. Ouais. Je trouve ça drôle parce que quand l'autre il pogne en position de tombstone, il a comme le bras pogné dans son corps, puis tu vois Taker qui bouge son bras de main pour le défaire. C'est malade. Il était pas super à l'aise, hein? Non, pas vraiment. Ouais, mais c'est parce que l'autre, il fallait qu'il fasse le reverse, puis l'autre, il tient le bras tout croche, fait que c'est sûr qu'il ne peut pas le faire. Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas si facile que ça, lutter comme Taker. Non, c'est sûr, ben oui. T'sais, le monde, ils font comment, c'est facile, tu vas tranquillement, tu fais tes petits moves, mais c'est parce que ça prend genre. Ça prend du talent pour faire ça, puis genre l'explosion que Taker avait, l'autre, il l'avait pas en tout. Là. Mais il y a juste Taker puis Kane qui était capable de lutter de même. Là. Non, mais tu sais, même Kane, c'est pas le. Non, c'est pas pareil, mais Kane. Il est pas pareil, tu sais, ça a pris du temps à encore lisse avant qu'il réussisse à faire quelque chose qui avait de l'allure. Là. Ouais. Au début, tu voyais que c'était janky un peu, c'était croche, là, mais ouais. Il était green en crise aussi, là, mais tu t'as vu qu'avec les années après ça, ça commence à rentrer, mais sinon, là, c'est dur de lutter comme Taker, là, parce que c'est méthodique, puis tu passes le personnage avant la qualité, mettons. Là. Mais tu sais, c'est tranquille, puis tout d'un coup, ça l'explose, ou ça redevient tranquille, ça l'explose, ça redevient tranquille. Le style, il est dur à pogner. Là. Ouais. C'est normal. Je pense que. Ouais, vas-y. En bout de ligne, tu joues un gars qui est censé être mort aussi. Hein? Pas évident. Ouais, ben c'est juste le fait que c'est un style que c'est Taker qui l'a développé. Là. Fait que c'est comme. C'est dur à reproduire à 100%. Puis surtout que l'autre, c'est pas le meilleur lutteur ever non plus. Là. Fait que c'était comme. Non. Mais tu sais, quand on regarde ça, les meilleurs matchs de Taker, c'est des années 2000, là, pratiquement. Là. Fin des années 90, parce que tout le début de sa carrière, mettons les 5-10 premières années, c'était vraiment du développement de personnage. Là, il a commencé à faire ses bons matchs en 96. Quand il a commencé dans le main picture, pour vrai, là, contre Brett, contre Diesel, contre le monde de même. Là. Alors, je sais que c'est facile. Mais il a commencé en 96. Après ça, quand Mankind est arrivé, c'est là que ça a commencé pour lui, genre vraiment d'une shot, là, des bons matchs tout le temps. Il se battait contre des jambons aussi avant, il ne faut pas oublier ça. N'importe quel gros bonhomme qui était en haut de 6 pieds 5, il se pognait contre. Hein. On salue Jean Gonzalez qui nous écoute d'en haut. Ça doit. Puis un fun fact là-dedans, en plus, c'est que pour que Brian Lee émette Taker là, dans les semaines avant que le gros match, il y avait Taker justement qui était là avec Tom Pritchard, qui était le coach à l'époque, qui aidait pas mal behind the scenes. Puis c'est Taker, lui, puis un certain PJ Polaco, que vous connaissez sûrement mieux sur le nom de Justin Kerbal et Aldo Montoya. C'est lui le cobaye de Brian Lee pour essayer les moves de Taker. Puis ça a l'air que c'est le même qui a eu sa job puis sa gimmick, son push en tant qu'Aldo Montoya. Chanceux. Après ça, il a pu chanter la tune You gotta deal with the X Factor. Donc, c'était écœur, ça. Wow. Puis après ça, quand Taker tombe sur ses pieds, ben, il fait un jumping tombstone. Ça, c'était malade. Ouais. Puis
Puis après ça, il a fait je parle le pin, mais Paul Bearer a dit d'en faire d'autres. Fait qu'il en a fait 2 autres Tombstone, mais ça a été suffisant pour que l'Undertaker repose en paix. J'espère. C'est suffisant, vierge. DiBiase se sauve après la défaite, comme un chicken. Ouais. Puis, après ça, Taker dépose l'imposteur dans le cercueil et le ferme. Et après ça, il fait évidemment le taunt avec Paul Bearer. Le genou devant Paul Bearer et l'urne. Ça a été la dernière fois qu'on l'a vu, lui, Undertaker, ouais. Oui, c'est la dernière fois qu'on l'a vu pour heureusement. WWF, là. Puis le pire, c'est que c'était même pas, au début, c'était même pas ça la fin qu'il voulait faire au début. Au début, ce qu'il voulait vraiment faire après le combat, c'est qu'il y aurait comme genre l'image se serait fermée, il y aurait comme eu du tonnerre, puis les deux Takers auraient été comme mis ensemble. Ça aurait fait un super Taker, genre. Yeah, boy. Ouais. Il aurait combiné les deux. Ça aurait été fou pareil. Ouais. Ben, ça aurait été. Ça m'étonne justement qu'il n'ait pas fait de connaissance de WWF dans le temps des années 90, là, dans ce temps-là. Ça aurait mieux passé dans ce temps-là. Ouais. J'aurais aimé ça voir que ça aurait donné pareil. Sur quoi il aurait fait, comment ça aurait marché cette affaire-là. Ça aurait pu être fou. Là. Ouais. Fait que après le match de ce soir, la victoire de Taker, ben, il s'est débarrassé d'Undertaker, mais il s'est pas débarrassé de Ted DiBiase, par exemple, qui a envoyé des goons comme. Ça a duré pratiquement 1 an, cette rivalité-là, avec Ted DiBiase. Là. Ouais. Il a envoyé tout le monde comme IRS, Kama, King Kong Bundy, dégueulasse. Hey! Et je dis dégueulasse en parlant surtout d'IRS. Hey. Un des pires main events ever, rien à rajouter. Tu respectes rien, toi. Tu respectes ce que tu veux respecter. Tu disais à tout le monde que je suis heel, mais c'est toi le heel. T'es un hypocrite. Pas du tout. T'es comme Brett. T'es comme Brett. T'es pareil comme Brett. As-tu fréquenté des Chinoises? Ok, parfait. On peut passer à autre chose. J'ai dit un des pires main events ever, fait que vous autres avez le quoi racheter là-dessus? Non. C'est pas besoin que vous avez le combat, là. Non, mais c'est. Moi, j'ai aimé la storyline. C'était cool. Ouais, c'est ça. Le payoff était ordinaire, mais en même temps, c'est arrivé qu'est-ce qui était pour arriver. Là, Taker allait gagner de toute façon. Fait que je pense que c'était plus l'issue du match qui comptait que d'autres choses. Ouais. C'était un pay-per-view de storytelling, anyways. Ouais. Le fait qu'il le met dans la casquette, puis qu'il c'est genre. Avec la pause à la fin, là, avec Paul Bearer puis tout. C'était plus pour ça, je pense, là, que le match entre les. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match, c'est un peu anecdotique, puis on s'en fout, là, dans le fond. Ouais. Puis là, je vous lance la question comme ça. Là. Si, mettons, vous arrêtez le Booker dans ce temps-là, là, est-ce que vous gardez le même alignement, ça, main event, puis Brett avant, ou vous faites le contraire? Je ferais pareil, je pense. Je ferais pareil, moi aussi, parce que je pense que Taker. avait plus besoin d'un main event aussi que Brett, parce que Brett était déjà plus établi, là, selon moi. Là. Ben, Owen avait besoin. Hein? Peut-être qu'Owen n'aurait eu besoin, par exemple. Ouais, Owen aurait eu besoin d'une win, là, tant qu'à moi, là, contre Brett, mais ça, c'est pas nécessairement Brett qui a décidé, parce que Brett, je suis sûr qu'il aurait donné la ceinture au moins une fois à Owen, là, comme on avait parlé dans le podcast, mais je pense que pour Hein? On va en parler à Dave après, justement. Ouais, puis je pense que Taker, c'est correct qu'il soit main event, parce que ça a juste aidé au développement du personnage mythique qu'on connaît. C'est ça. Ouais. Dave, ça, quand on avait parlé dans le podcast, tantôt, on avait dit comme quoi. Voyons, si j'ai oublié, c'est quoi. Owen. Ouais, ça, Owen, mettons, tu aurais dû donner la ceinture parce qu'on sait qu'après ça, Brett, une couple de mois après ça, il a perdu la ceinture contre M. Bob Backlund. Puis évidemment, Backlund a perdu 2 jours après contre Diesel dans The House Show. Toi, est-ce que tu aurais mis, mettons, Owen over au cage match, puis tu mets Owen champion jusqu'à temps que ça soit lui le champion de tension à place de Bob Backlund, ou tu aurais laissé ça comme ça? Je sais pas, pour vrai. Dire, hein? Parce que, est-ce que être champion de transition, c'est une bonne chose? Ben, moi, tu étais champion. Ouais, ça dépend. Ouais, mais comme, mettons, exemple, il gagne à soir, mettons, SummerSlam 94, il gagne, là. C'est quand même un règne de 3 mois jusqu'au mois de novembre, 3-4 mois. Fait que c'est pas comme que ça, là. Peut-être que s'il avait mis, mettons, un petit peu plus longtemps, qu'il y avait eu une petite histoire qui se développe avec des autres, mettons, quelque chose. Oui, c'est à 100%, oui. Mais si c'est pour être juste comme le perdre dans un house show, puis... si, mettons, qu'on regarde la même histoire, mais avec Owen, je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais. Mais si l'histoire modifie un peu avec Owen, c'est une bonne idée. Ouais. S'il perd ça dans un pay-per-view contre Diesel ou quelque chose de même, là, ça a de l'allure.
Mais si tu veux juste lui mettre une ceinture pour le faire perdre dans un house show, je pense pas que ça l'aurait aidé. Là. Il y a une affaire aussi avec ça, c'est que des fois, on trouve qu'un gars, il est bon sur papier pour être champion, mais d'un coup que tu gagnes la ceinture, oui, tu as gagné la ceinture, mais c'est après comment tu l'utilises dans les Raw. Mettons, quand tu runs avec la belt, tu t'en vas sur le ring, tu as une prestance, tu fais une bonne promo. On sait jamais ce qui peut arriver. Là. Si Vince te voit que la belt fait comme tabarouette, ça y va bien, il transporte bien la belt. Après ça peut changer. La lutte, tu le sais, là. Tu peux changer l'heure avant le show. Fait que... ben, c'est ça. Mais mettons que s'il avait gagné puis qu'il avait continué l'histoire un peu avec Brett, puis après ça, qu'il aurait été contre Diesel dans un pay-per-view, oui. Mais pour un champion de transition, je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Juste parce que tu veux pas prendre un gars comme Owen puis être un champion de transition. Là. Non, c'est ça. On comprend. Right. Parfait. Fait que, après ça, on a Macho Man qui nous envoie M. Nielsen et Kennedy. Qui tombent face à face avec le cercueil backstage. Il ouvre et personne n'est à l'intérieur. Fait qu'au coin, il voit une mallette fermée. Fait qu'ils vont voir la mallette, ils la prennent dans la main et ils disent « Ah, on a réussi. The case is closed. » Ouais. Ouais. Au moins, leur film était drôle. Un petit gag. Ouais, pourquoi pas. Mystère, M. Nielsen. Puis un autre fun fact, avant d'aller pour les Match of the Night et tout le tralala. Leslie Nielsen, au début, il était censé être tout seul au SummerSlam 94. Mais vu que Kennedy, c'était un bon ami à lui et qu'il y avait un peu de problème financier, fait qu'il avait proposé à WBF de l'engager lui aussi puis de donner la moitié de sa paye à lui, à son ami. Mais finalement, ils ont fait pas fuck off, on va payer chacun les deux de votre côté, puis that's it. Fait que un bon move de M. Nielsen. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que maintenant, on est rendu au Match of the Night. On l'a pas mal dit tantôt, notre Match of the Night, Mark. Je pense qu'on peut le confirmer, les deux, que c'est Brett contre Owen dans la cage. Absolument. Rien qui top ça. Mention très, très, très honorable à Alundra Blaze et Bull Nakano. Oui, ben oui, excellent match. Un des meilleurs de l'époque. J'ai pensé une couple de minutes de peut-être faire le contraire, mais c'est impossible. Tu peux pas. Non. Mais c'est un close second. Ouais. Et le pire match of the night, je vais y aller avec le main event. Toi, Marc? Moi, je vais y aller avec le premier match. Ah, le combat de tag team Bam Bam et IRS contre les Head Shrinkers. Ouais, ça m'a vraiment déçu pour vrai. Vraiment, vraiment déçu. Ouais. Bah, moi, je n'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. Puis, tu sais, en même temps, les matchs n'étaient pas si longs que ça, là, ces matchs-là. J'avais pensé peut-être au match de Tatanka Luger puis Mabel contre Jeff Jarrett, mais les deux étaient très courts. Fait que c'est pas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le match of the night puis Worst Match of the Night, c'est ça. Maintenant, on est rendu à la note. Note peut-être historique. Je vais te laisser commencer cette fois, dès que c'est ton pay-per-view à toi. Ouais, j'étais allé. J'ai laissé l'émotion de côté là, parce que j'aime vraiment ce pay-per-view-là. Pas nécessairement pour la qualité des matchs, mais pour l'ensemble de l'œuvre. J'ai voulu donner une note quand même plus haute que ce que je pensais, mais je vais y aller plus rationnel. Je vais donner un 7.5. Et mesdames, messieurs, on a pour la première fois dans l'histoire du podcast. Ah non, c'est pas vrai. On a la même note les deux. Non. 7.5. Ouais, c'est déjà arrivé avant. J'ai hésité longtemps. J'ai fait le flip-flop entre 8 et 7.5. Je dis, le main event, ça aurait pas été du main event. Là. Le main event aurait été bon, j'aurais mis 8.5. Mais ouais, moi j'aurais mis 8, ça ça. Moi, avec, ça m'a bugué un peu le main event. Pour l'époque, c'était un assez bon show, par exemple. Ah ouais, vraiment un bon show. Hein. C'est ça. Un excellent show. Et dans la boîte, on regarde maintenant vers le futur et on voit au prochain podcast. Peut-être pas, non, bientôt, on va faire le SummerSlam 97 Heart and Soul. Ça s'en vient. On va même avoir peut-être. Attends. Il y a encore un petit bug, mon ami. Ah ouais? À partir de quel moment? Ouais. À partir du moment. SummerSlam 97, ça va être quoi? Heart and Soul, t'as dit? Heart and Soul. Ben oui. OK, parfait. Je sais plus. Là. Dans le fond, parce que c'est Brett contre Taker, c'est ça? Ben non, parce que c'est un bon show. Puis une autre affaire aussi que vous allez voir dans le review, que tu vas faire, c'est pour ça je pense qu'il a pris le pay-per-view. Boy. Il doit y avoir Sonny là-dedans quelque part. Là. Fait que c'est ça, qu'on va en 2 collections. Ouais. Là, désolé pour le podcast d'aujourd'hui, on va essayer.
Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de bugs dans mon côté aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais. Monsieur Pelado, on va avoir 2 mois à se dire. Pas parce que tu n'as pas ton équipe à Québec, tu es obligé de couper l'Internet. Monsieur Tron. Ouais, c'est ça. Fait qu'on y va en 2 collections. Tabarouette que je l'aime. Je l'aime tellement. Ouais, c'est présenté par la CWC, Canadian Wrestling Collector. On a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. Ouais, Facebook, allez voir ça. Il y a une autre affaire qui s'en vient bientôt. Là. Il y a eu des changements récemment dans ces collecteurs-là. Oui, fait que on va vous dire ça à la fin du podcast. Pour l'instant, on va y aller avec nos collections. Je vais te laisser commencer, vu que je suis un gentleman dans l'âme. Ah, d'accord. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, comme on l'a dit dans le podcast tantôt, c'était la dernière apparition d'un certain Macho Man à la WWF dans un pay-per-view. Ouais. En maître de cérémonie, malheureusement, mais c'est... Puis non seulement j'ai le chandail en ce moment sur moi, et mon affaire en 2 collections, c'est un morceau, en fait, c'est comme une genre de tuile de lutte. Je vais vous montrer. Une tuile? Ouais. Oui. T'as refait ton plancher? Oui, exactement. Regarde comment c'est beau. Oh, tabarouette. T'as pogné ça où? Ça, c'est, j'avais acheté ça de M. Joe McCarthy de la CW. Ouais, c'est ça, c'est un genre c'est genre en carton, là. Mais c'est beau, le logo, les WrestleMania et les lutteurs de la WWF. Collectile. Donc, c'est ça pour mon morceau de collection cette semaine. Un beau morceau de collection de Macho Man. Yes. Moi, j'ai voulu rester dans une thématique un peu qui s'associe au Deadman. Puis je sais aussi que c'est quelque chose que tu as toujours eu peur. Fait que cette semaine, c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté cette semaine. Kamala. Je sais que tu as toujours eu la chienne de Kamala. Kamala a toujours eu peur de Taker aussi. Ça, c'est un moment toujours drôle. Puis dans cette collection-là, on a Jericho, Shawn Michaels, Undertaker, Ultimate Warrior, puis Magnum TA. Il y en a un là-dedans qui ne matche pas, je pense. Ouais, Jericho, pas d'affaire là. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Fait que, ouais. Il y avait quand, de disponible, il y avait lui puis Ultimate Warrior que j'aimais beaucoup, mais j'ai préféré Kamala parce que je préfère les personnages Hocus Pocus, comme t'aimes le dire. Pas tant Hocus Pocus que ça, c'est un cannibale. Ben, j'aime les cannibales. Ah, OK. Monsieur Cannibale. Ouais. Bon, ben, c'est une collection. Fait qu'on est prête pour un quiz, Monsieur Dave. Oui, monsieur. Let's go! Attends une minute, 2 secondes. Ah, voilà. Hey! C'était ton cue, bravo. Yes! Tiens, un petit peu de couleur. Ça flash comme Taker. Puis restez là parce qu'on a 2 annonces à faire à la fin du quiz. Un pour le podcast la semaine prochaine et un autre que TJ ne sait pas comme d'habitude. OK. Bon, c'est qui commence? L'honneur au champion ou l'autre? Ben, c'est toujours le champion qui décide jusqu'à temps qu'il soit plus champion, donc bientôt. L'honneur au champion! Donc, c'est qui commence? OK. Hey, tu m'amèneras à ceinture en fin de semaine quand je t'aurai battu. Hold on. Wow, OK. c'est bon. OK. Où a eu lieu le premier SummerSlam ever? L'aréna et la ville, si tu peux. Madison Square Garden, New York. Bonne réponse. T'as toujours les faciles. Oui. À SummerSlam 88, qui Ultimate Warrior a-t-il battu? Puis pour quel titre? Je sais pas pourquoi. Je vais dire Rick Rude Intercontinental. Non, t'as pas fait ça pour vrai. Droit de réplique. Il a battu de Honky Tonk Command pour championnat intercontinental. Oh, oui, c'est vrai. My God, ça c'est un lay-up, ça là, comme ils disent au basket. Ah ouais, si je t'avais donné tout pour le alley-hoop. En plus, on va te planter. Le seul qui s'est planté, c'est toi là-dessus, mon cher Marc. Question. Ben, il y a juste le lutteur. Je l'avais eu, il y a juste le lutteur, j'ai pas eu. Ouais, c'est quand même une partie importante de la question. En plus, on a reviewé ce show-là en plus. Ouais, mais il faut pas juste ça à faire dans la vie. Hein. C'est parfait. Par rapport, le review, il devrait le savoir pareil. En 88 encore, à SummerSlam, c'est vrai. Qui a accompagné Dino Bravo pour son match contre Don Muraco?
Si j'hésite entre deux, je sais pas si c'était lui en ce temps-là. Ah, c'est bon. Je vais dire Jimmy Hart. Droit de réplique. Ouais. C'est l'autre d'or. Je vais dire Bobby Heenan. Non. Et non, la bonne réponse c'était Dave. Frenchie Martin. Ouais, Frenchie Martin. J'étais pas sûr que c'était lui. Ben oui. Ah, shit, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il était USA is not okay. Frenchie était écœurant. OK. Quattro. Quattro. Encore en 88. Hein? Qui était l'arbitre spécial dans le main event des Mega Power contre Ted DiBiase et André le Géant? C'était qui, là? C'était à Marc? C'était à Marc. C'est à moi? Ouais. Oh boy. Attends, c'est quoi la question? C'est qui était l'arbitre, hein? L'arbitre spécial dans le match main event entre le Mega Power et Ted DiBiase et André le Géant. Oh boy. Tabarnak. 88, c'est la pire année. Parle pour toi. J'hésite entre deux, là, mais je check bien ça va être carrément à côté. Là. Vas-y, on t'écoute. Ouais, je vois. J'ai juste Virgil dans la tête, mais ça sera pas ça. Je vais dire Jesse Ventura. Oh! Bonne réponse! Bonne réponse. Bonne réponse. Virgil, était-tu dans ce combat-là, quoi? Il accompagnait DiBiase puis Ah, ok, ouais, c'est ça. avec Bobby Heenan aussi. Ouais, l'espoir! Donc, Ben ouais. TJ. 2-1, question 5. En 89. Qui a été le partenaire des Rougeaux dans leur combat contre les Rockers et Tito Santana? C'est à moi, là? Ouais. Ben ouais. C'était le modèle Rick Martel. Bonne réponse. Plus capable, c'est ça. T'es pas bon, ma faute. Non, c'est pas que t'es pas bon, je suis juste meilleur. Sacrément. Celle-là, c'était encore un lay-up. C'est un combien, là? C'est 3-1, puis c'est la question 6, CS. OK. Qui était le partenaire de Macho Man en 89? Qui était le partenaire de Macho Man dans le main event contre Hulk Hogan et Beefcake? C'était Zeus. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. 4-2. 4-2. Non, c'est pas 3-2? Non, j'ai eu 4. OK. Ah oui, c'est la 6e, ouais, c'est vrai. Question 7. Question 7. Ah, mais non, t'en as manqué une. Ça marche pas. OK, 3. Sûr, 3-2. On checkera. On reviendra après. Hein. Ça se peut. Mais ouais, ça change rien au bout de la ligne. Hein. OK. TJ, en 90. Oui. Qui était l'arbitre spécial dans le combat Jake Roberts contre Bad News Brown? C'était le Big Boss Man. Bonne réponse. Ouais, je pense qu'ils sont trop faciles pour toi, ceux-là. Tu l'avais dit l'autre jour. Tu ne me croyais pas, mais on va te tenter. Moi qui vais te tenter. OK. Rest in peace. OK. Mark, en 90, quelle était la stipulation du combat entre la Hart Foundation et Demolition pour le titre Tag Team? Question quoi, ça, 8e? 8. Ocho. 2 out of 3 falls. Bonne réponse. Bonne réponse. Question 9. Maintenant 4-3. Oui, c'est ça. T'as encore une chance. OK. En 91, qui était l'arbitre spécial du combat Hogan et Warrior contre le colonel Mustafa, Général Adnan et Surgeon Slaughter? C'est la réponse, Marc. Ouais, non, toi, tu le sais. C'est à toi, anyways. Regarde-moi bien, Marc. Comment on fait? C'est justice. Bonne réponse. Tu vois, j'avais que ça. Bon, ben, 5-3, il en reste une? Oui. Ouais. Question 10. En 91, encore à SummerSlam,
C'était quoi la stipulation du match entre LOD puis les Nasty Boys? Puis oui, j'ai fait la question juste pour plugger les Nasty Boys. Je vais dire Street Fight. Bonne réponse. Ouais. Il n'y a pas grand choix en celle-là. Non, j'ai hésité entre ça et Lumberjack. Là, fait que... Je sais pas pourquoi Lumberjack. Spécial, ouais. Regarde, Chris, c'est bon. T'as été quand même proche de me battre pareil. Ben, on dirait que j'ai repris du poil de la bête un peu, mais c'est jamais assez. Il manque toujours la petite affaire qui se rend en finale, pas gagner. Ouais, mais c'est parce que je t'ai pas remarqué les questions que tu as de bonnes, c'est quand j'ai pas le droit de réplique. Là. Quand ça commence avec toi. Là. Sinon, tu l'aurais pas. Ouais, mais il faut quand même que je l'aise, tu sais. Ben, évidemment. C'est ça. Bref, c'est ça. Toujours champion. Tout est retombé à cause de Frenchy Martin. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que sans faire de plug, j'ai écouté le podcast Soyez-y, Madame, Messieurs, un des podcasts préférés à Dave. Puis il parlait justement de cette storyline-là, puis je l'ai écouté là, genre 3 semaines, Carlis. Ah ouais, c'est bon. Well. Ouais. Close. Well. But too far. Ouais, c'est ça qui arrive, hein. Ouais, merci beaucoup, Dave, pour l'excellent quiz encore une fois de main de maître. Ouais. Marc, chin up, boy, you did your best. Ben, 5-4, c'est pas mauvais, là. Bon, ben oui, c'est sûr que c'est bon. Si t'avais pas manqué Honky Tonk Man. Ouais, ça, c'est plus ça que Frenchy Martin, là. Ouais, j'ai choqué. Bref. Mais c'est ça qui est ça. C'est pas grave, on va t'en prendre au prochain quiz. Ouais, il me reste encore moins 300 shows pour te battre. Au moins. Ouais, fait que je vais te laisser annoncer la première nouvelle pour le quiz la semaine prochaine. Puis je vais suivre avec l'autre nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses? Pas le quiz. Pas le quiz, le podcast, excuse-moi. Pas de peur, là. Oh, ben la semaine prochaine. Ah ouais? Je pense que la semaine prochaine, il va y avoir un quiz aussi, mais il va y avoir un quiz spécial. Je pense que tu vas affronter notre invité spécial la semaine prochaine. OK, c'est bon. Ouais, il n'y a pas le choix. Fait que c'est ça. Ouais, mais moi, je n'aurai pas n'importe quel Johnny comme Lately. Moi, il faut qu'elle soit un gars qui a prouvé ses durs. Il faudrait qu'il te batte toi en premier puis moi après. Là. Ben lui, c'est un gars qui il a toujours défoncé des. Il est en feu, il a toujours défoncé des portes et des balcons. Ouais, surtout des balcons. Fait que je te laisse y aller. Parfait. Fait qu'au prochain podcast, la semaine prochaine, on a notre preview de Money in the Bank 2021. Avec Merci WWE, ça paraît qu'ils vont faire un show devant une foule et qu'ils veulent vendre des billets. Fait qu'ils ont tous lancé la carte tout presque déjà. Ouais. On va pouvoir en parler la semaine prochaine, mais aussi la semaine prochaine, on a un invité spécial au podcast pour nous parler d'un événement spécial qui va avoir lieu la même journée que Money in the Bank. Je vous en dis pas plus là-dessus. Mais on va avoir notre ami Firestorm, Jean-François, qui va être là avec nous pour parler de sa grande nouvelle. Évidemment aussi, comme tu as dit, m'affronter dans le quiz. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un nouveau... on peut plugger aussi son affaire, là, son collecteur nouvelle Live page. Wrestling Auction. Oui. On est rendu avec 2 à Star, Live Wrestling Auction et CWC. Oui. Fait que, à suivre, c'est toujours le fun. Ça nous coûte toujours... Quoi que cette semaine, on était tranquille. Moi, en tout cas, cette semaine, ça m'a rien coûté. Ça a été tranquille. Ah, t'as acheté quelque chose? Ça m'a coûté 90$ cette semaine. Tu m'avais dit que tu t'achetais rien. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté un bonhomme de Tito Santana. Arriba. Ouais, j'ai acheté un gros call de Bret Hart. OK. Ouais. Mais moi, j'ai pas acheté dans... Je vais vous montrer mes je l'ai. J'ai pas acheté dans cette auction-là, mais je me suis pogné un petit Ric Flair avec les culottes bleues poudre, là. Oh! Tu sais, les WCW, c'est les... c'est pas Gabro, mais comment ça s'appelle, là? C'est ça? Hasbro? Non, pas Hasbro. En tout cas. Bref. Ouais, en tout cas. On s'en reparlera. Puis, ouais. Là, t'es pas au courant, mais je vais te l'annoncer. Officiellement, on revient en live pour le podcast. Quand? Ben, je vous l'annonce à SummerSlam 2021. Donc, c'est au mois d'août, si je ne me trompe pas. En effet, oui. Donc, SummerSlam 2021, on revient en live. C'est ça, en live. Fait que ça va tout se faire. Il ne devrait pas avoir de bug. Fait que SummerSlam 2021 va être en live. On sait pas
On ne sait pas si ça va toujours être en live après, mais pour ce show-là, ça va être en live. On teste, voir les COVID, voir, on a des tests. Donc, comment on peut rentrer de monde dans le studio. On teste the waters. Ouais, c'est ça, exact. Parfait. Merci Dave encore une fois. Yes, sir. Merci Marc. Et merci beaucoup aussi à Gourou, le commanditaire, la boisson organique québécoise de 1999 en vente partout, chose chez Pit et Yellow. C'est ça. Parfait. La semaine prochaine, Money in the Bank et Firestorm. D'ici là, bonne soirée. On va recommencer. Semaine prochaine, podcast avec Firestorm. En attendant, bonne soirée. Et venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Je comprends son montage. Je ne ferai pas de montage, puis faites attention de ne pas trébucher sur vos balcons. Bonne soirée.